Salut l'équipe, les entretiens sur First Team continuent. Et aujourd'hui, Thomas, on reçoit un nouveau joueur qui nous a régalé cet été, qui a lui aussi vécu un été haut en couleur. Absolument, une médaille d'argent, entre autres, et surtout le capitaine de l'équipe de France. On reçoit Nico Batum aujourd'hui. Comment ça va, Nico? Ça va et vous? Ça fait longtemps qu'on t'avait pas reçu. Alors, tu étais souvent venu chez First Team, mais t'es jamais venu dans ces studios. C'est ta première non, ici? C'est ma première. C'est galère niveau trafic, mais c'est... Ah là, pour le coup, plein Paname, pas simple. Et puis, les jeux sont passés, hein, clairement. Je pense qu'on va avoir à peu près 1h15 d'interview, donc t'es au parking, tu vas en avoir pour 1200 €. Voilà. Je pense que tu pourras envoyer ça à la facture à Steve Ballmer. Première question, Nico, c'est comment ça va? Après cet été incroyable, t'as pris des vacances, là, t'as encore 2 semaines de vacances. Comment ça va? Bah, mieux que la dernière fois. Mieux que la dernière fois qu'on s'est vu. C'est vrai, la dernière fois qu'on a fait l'entretien, c'était post-Coupe du Monde, donc c'était différent. La vidéo a très bien marché, ça, je te dis. Ah ouais, bah, j'imagine. Nicolas Batum revient sur le fiasco de l'équipe de France. Super vidéo. Ça avait marché, ça, mais bon, c'est toujours un plaisir de venir vous voir et ça va très bien. On a passé un bel été, il fait encore beau. Il fait un peu frais, mais il fait encore beau, donc tout va bien. On a plein de choses, évidemment, à aborder avec toi. Évidemment, cet été incroyable avec l'équipe de France, sur ce qui va t'attendre aussi, parce que tu viens de re-signer, tu vas revenir côté Clippers, c'est ça aussi, ça va nous intéresser. Et puis, c'était ta dernière avec l'équipe de France, ta dernière campagne, donc on va revenir aussi sur tes souvenirs. Revenons quand même sur ce qui est le plus chaud, sur ce qu'on a vécu cet été, c'est cette campagne incroyable. C'était ta dernière. Est-ce que c'était la plus folle? On a posé la même question à Evan Fournier. Est-ce que c'était la campagne la plus folle que tu aies vécue avec l'équipe de France? Pas loin, oui. Pas loin, c'est vrai que j'en ai connu des pas mal, mais celle-ci, c'était une montagne russe, le truc. C'est depuis le début, hein, de toute façon. Depuis le début, il se passait tellement de choses. Il y a eu des blessures, des mauvais matchs, beaucoup de questions. Enfin, on sentait que le public et médiatique, un peu tout le monde était un peu... Qu'est-ce qui se passe? C'était la dernière de certaines personnes. On voulait pas tomber non plus dans un jubilé. Je pense qu'il y avait les fantômes de 2016 également. C'était particulier, mais c'est comme l'année dernière. On peut comparer avec l'année dernière, c'est sûr, où on est très très bon pendant 1 mois et demi et 72 heures qu'on est tout pourri. Et là, on est tout pourri pendant 1 mois et demi, 70 heures, on est extraordinaire. Donc ça joue à rien, hein, les FIBA. Donc c'était complètement dingue cette année. Complètement dingue. Comment t'as vécu un petit peu cette prépa, et on va associer à ça la première semaine à Lille? C'est ta dernière compète, et à un moment donné, vous êtes à -4, -5 contre le Japon. Est-ce que tu te dis, waouh, ça y est, c'est peut-être déjà terminé? Nous, on a eu cette sensation-là. Ouais, j'essaye de rester positif parce que voilà, j'étais un des plus vieux, j'ai beaucoup d'expérience, j'ai fait beaucoup de campagnes, donc je sais que tout peut être différent. Et je m'inquiétais pas forcément pendant la prépa. C'est même ce que j'ai dit après le dernier match contre l'Australie. J'ai fait une sortie média, j'ai dit, je m'en fous de ce qui s'est passé en prépa. Je m'en foutais. Maintenant, c'est vraiment comment on allait aborder le premier match. Et contre le Brésil, on fait le boulot. Bon, il y a un peu de tension, je pense, pour rentrer dans une compétition comme ça. Mais je t'avoue que la dernière minute contre le Japon, j'ai eu chaud. Ah voilà. Même en tant que joueur, parce que souvent on se dit, bon, moi j'étais dans les tribunes ce jour-là et on avait tous ça en tête. Je rappelle quand même qu'il y avait encore le match de l'Allemagne derrière, donc il y avait une chance de qualif. Mais t'es sur le terrain, t'es à fond dedans et tout. Tu te vois être sorti des JO. Non, je me dis que si on perd celui-là, le Japon, je me demande comment on va se relever. Alors oui, j'ai entendu, Vincent l'avait dit, on avait la chance derrière contre l'Allemagne de revenir et gagner derrière. Est-ce qu'on l'aurait fait? Ça aurait été très 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 compliqué. Et tu pars à l'Allemagne, tu joues les Américains en quart, et là, c'est salut, quoi. Je pense. Il y a des grandes chances, c'est une grande probabilité que ça arrive. Peut-être que non, on va peut-être aussi être subjugué, et on se serait bonifié contre l'Allemagne, on aurait enchaîné. Mais il y a des grandes probabilités que ça n'arrive pas. Et donc, Mathieu sauve tout le monde, quoi. Revenons un petit peu avant ça sur la prépa. On s'est croisés à Lyon après la défaite face à la Serbie, où vous étiez fait rentrer dedans. Tu avais été l'un des premiers à sonner un petit peu la révolte avec Evan défensivement, à mettre des coups. Mais déjà, sur cette prépa-là, ou par rapport au choix des joueurs et tout, est-ce que t'as compris un petit peu le projet du staff en te disant, OK, je suis aligné avec ça, ou en te disant, ouais, bon, déjà, on se prive peut-être de certains mecs? Non, on se cherchait parce que voilà, on venait d'une campagne très compliquée. T'as des joueurs qui n'ont pas le même rôle, on n'a pas les mêmes âges, on a des années, donc on se recherchait quand même. Il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de joueurs ajoutés, surtout au poste meneur de jeu. Donc, tu rajoutais Victor, tu rajoutais Bilal, voilà, ça a été
un mois, 4-5 semaines de recherche, quand même. On a commencé un peu en retard avec les règles NBA, donc on a commencé très tôt à jouer, mais certains joueurs ont commencé plus tard, donc ça a été un bon mois de recherche, on va dire. Donc c'est pour ça que je suis pas forcément moi inquiet pendant la prépa, parce que je sais qu'on allait se trouver au bon moment et que certains joueurs allaient cliquer et que le mode, entre guillemets, recherche par le staff allait s'arrêter, c'est maintenant on va jouer à 8-9 et c'est tout. Je savais que ça allait arriver à un moment donné, mais fallait passer par là. Quand tu arrives à bout d'une génération et tu en commences une nouvelle, il faut juste maintenant trouver les bons ajustements et les bons rôles pour chaque joueur. Est-ce que, tu vois, quand on repense au projet grand, parce qu'on a tous fantasmé, tous, hein. Rêvons plus grand. Le fameux Ça marche jamais, hein. Les Twin Towers. Pour l'instant, ça marche très très peu, ça c'est clair. Mais le fameux Twin Towers, Rudy et Victor, jouer poste 4 et 5, dans le 5 majeur. À partir de quel moment tu t'es dit, en fait, ça va pas marcher? Ça a été compliqué parce que on se retrouve avec 4 mecs intérieurs totalement différents, très 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 forts. Il fallait trouver la bonne combinaison. Le problème, c'est que Rudy porte l'équipe de France. C'est pas un problème, c'est que porte l'équipe de France à ce poste-là depuis 10 ans. Il est arrivé en 2014 et il s'est imposé directement la Coupe du Monde et après il s'est installé comme starter. Et il a fait sa grosse saison encore cette année à Minnesota. Il est meilleur défenseur de l'année, finale de conférence. Et ça a été pour lui et pour le groupe un ajustement de savoir comment on peut jouer avec Victor, qui est aussi techniquement un poste 5, qui a des aptitudes d'un tout. Mais on l'a vu cette année aux Spurs, qui commence en 4 est bon, qui passe en 5 est très bon. Et je pense que Victor avait des automatismes en poste 5, là où il a commencé à décoller, c'est des postes 5 avec 4 extérieurs autour de lui. Sauf que Rudy peut jouer aussi avec un poste 4 parce que c'est ce que Towns fait. Towns, c'est une sorte, entre guillemets, de Victor dans le style, entre guillemets. Je dis pas que c'est le même joueur, mais c'est dans le style. Donc, au large, donc voilà. Face-up, le truc, c'est qu'il fallait trouver justement ce bon truc. Et ça a été difficile à trouver parce que t'as pas beaucoup de temps, entre guillemets, pour trouver des automatismes. Il faut trouver un automatisme tout de suite. T'as pas un mois et demi de préparation et 20 matchs pour 20 ou 6 mois pour préparer. Non, on a 3 semaines. C'est tout. Donc ça, je pense que ça a été un peu plus compliqué, mais par la suite, ça va marcher. Je pense que cette année, c'était un peu trop tôt pour que ça marche tout de suite. Mais je pense vraiment que c'est un projet qui peut marcher, parce que Rudy est encore très jeune, j'espère qu'il va revenir. Et c'est vraiment un plan qui peut marcher dans le futur. Il faut juste qu'ils apprennent à jouer ensemble, c'est tout. C'est quelque chose où malheureusement, on n'a pas eu forcément de temps. À nous, qu'on prend aussi les extérieurs, parce que c'est aussi notre faute à nous. Et l'autre facteur, c'est que ce soit l'année dernière ou en préparation, certes, Victor est peut-être le joueur le plus important qu'on ait, mais Gershon est le meilleur joueur qu'on ait depuis 2 ans en équipe de France. Le plus régulier, clairement, sans aucun doute. C'est le meilleur joueur qu'on ait. Et on l'a vu. Ah bah oui. Mais justement, c'est un peu ça, c'est qu'on essaye. Moi, on était les premiers à le vouloir, et le basket est un sport tellement stratégique où on peut essayer tellement de choses qu'il faut essayer. Il fallait essayer. Oui, il fallait essayer. Est-ce qu'on s'est pas mis en danger en voulant essayer trop longtemps? Moi, j'ai eu cette sensation-là. Pendant la compétition, Pendant la compète, c'est que ouais. déjà la prépa, bon, déjà face aux Serbes, on comprend que jouer grand, en fait, dans ce contexte FIBA où les mecs viennent te prendre à la hanche, quand tu fais 2-16, 2-22, ben, c'est compliqué. Et qui peuvent répondre par des grands, les Serbes, hein. On se souvient de Jokic sur le Milutinoff. Et est-ce qu'on n'est pas allé trop loin, on n'a pas attendu trop longtemps pour faire le switch, surtout quand on voit qu'à partir du moment où on remet Gershon au cœur du jeu, on voit que tout change. Après, ça, c'est un peu compliqué parce que, par respect pour Rudy, déjà. Il a fait tellement pour l'équipe de France. 2021 dans le meilleur 5 des JO, 2022 dans le meilleur 5, il a limite d'être MVP de l'Euro. Ouais. De l'Euro. Donc, cette année, la saison qu'il fait, mais encore meilleur défenseur. Enfin, Rudy ne loupe pas une compétition depuis 2017. Il est un des plus réguliers. Donc, c'est difficile, en fait. Tu devais continuer à essayer parce que tu te dis, à un moment, ça va marcher, ça va cliquer, ça va cliquer, ça va cliquer. Malheureusement, ça n'a pas cliqué tout de suite. Ça s'est pas forcément fait. Il y a eu des bons passages de temps en temps quand même. Je pense que le match du Japon, par exemple, Rudy fait un gros match contre le Japon. Il fait un très gros match, il contrôle sa raquette, et Victor aussi. Mais après, nous, à l'extérieur, on n'a peut-être pas forcément fait le job qu'il fallait. Mais à l'entraînement, c'était donc en fait, il faisait tout le temps Victor, Rudy contre Gershon et Mathias, où il essayait quand même déjà de mixer. On alternait. Okay. Quand des fois, il y avait 3 équipes de 5, ils n'étaient pas ensemble.
Quand on faisait du 5-5, 2 équipes, ça dépendait, il vois, alternait. Alors, c'est intéressant On ce que tu dis cherchait parce que tu veux tenter un truc avec un temps réduit, mais à l'entraînement, tu mixes finalement. Après, non, quand on faisait du scrimmage et c'est seulement 2 équipes, ouais, ils étaient ensemble. D'accord, ok. Ils étaient ensemble. Mais quand On nous a faisait beaucoup dit aussi que Mathias et Gershon, quand ils étaient ensemble, bon, il y avait... Chantier. Ouais, c'était un chantier, quoi. Chantier, bien sûr. Après, moi, je jouais 4 des fois aussi, donc Oui, ok. voilà, je passe quoi face à eux, moi. Voilà, muscu, gros. Bon, non, je m'étais préparé pour revenir 3, je jouais 3, je me finissais. Non, c'est des fous. Je voudrais qu'on fasse une petite parenthèse, après qu'on revienne sur la compète, sur Rudy Gobert. T'es un qui le défend tout le temps, et il faut le faire des fois, parce que justement, il y a un bashing autour de Rudy Gobert qui devient ridicule. On a le droit de pas aimer, on a le droit de pas s'identifier, tout ça et tout. On a le droit aussi de reconnaître ce qu'il a fait. On peut pas lui enlever ce qu'il a déjà réalisé en équipe de France et en NBA. Quel regard t'as sur ce bashing quand on a vu encore Derek Lively monter au créneau, faire des choses et des sorties comme ça? Les rookies, Bon, on a vu le Shaq aussi en remettre une couche. ouais. Comment tu le vois, toi, ce bashing autour de Rudy? Shaq, c'est autre chose, parce que Shaq, c'est un des plus grands à son poste. Donc, entre guillemets, je dis pas que c'est bien, mais il peut être légitime à bâcher qui il veut à ce poste-là. Il y a d'autres joueurs, non. Je suis désolé. Rudy, moi, je l'ai vu en NBA, surtout. Là, cette année, il fait une très grosse saison. Il va en finale de conférence. J'ai vu une vidéo qui a tourné par rapport à ça, justement, où ils ont montré tous les mismatchs de Rudy, tu l'as vu? Ouais, j'ai vu. Où ils comptent ils font à chaque fois qu'il défend, panier raté, panier marqué. Désolé, Il est à 4-17, un truc comme ça. Enfin, désolé, il encaisse que 4 paniers sur 17 actions. À part KD, qui, je crois, qui est le plus... Mais bon, KD, mais ça sur tout le monde. Non. Enfin, c'est des bons chiffres, hein, de Rudy. Donc, mais les gens oublient que, ouais, Rudy Gobert, à Utah, c'était un monstre. Hein. Moi, j'ai toujours dit, hein, la défense de Utah, c'était lui, parce que, je reviens encore des playoffs, hein, on n'expose pas Rudy, on expose les autres, parce qu'on savait que les autres ne pouvaient pas défendre, et Rudy, c'était le seul qui défendait. Donc, cette année-là, c'était Rudy, puis il gagne de l'âge, il a peut-être plus la même mobilité, mais il est encore très présent dans ce qu'il fait, et de gagner encore un truc cette année, enfin, il n'a pas volé, hein. Il n'a pas menacé les gens qui votent, hein, Rudy, hein. Cette année, il y a des gens qui ont voté pour lui. Il y a une enquête en cours, attends. Mais bon, c'est LFP, ça, ouais. Qui ont voté pour lui, et voilà, quoi. Il a menacé personne. T'as déjà vu Rudy faire campagne? Ah non, jamais. Il y a plein de mecs qui font campagne. Oui, c'est moi. Hein. Tu l'as déjà entendu? Pour l'All-Star, un petit peu. Ouais, mais pour les longtemps, titres. c'était longtemps. Mais pour les titres, il n'a pas fait campagne. Ok. Donc, non, c'est ridicule. Bon, refermons cette parenthèse. Je voulais juste avoir ton avis en tant que coéquipier et de joueur NBA. Revenons donc sur cette compète et, en fait, le twist, c'est ce déménagement de Lille à Paris. Ouais. On est au courant qu'il y a eu ce clash entre Evan et Jean-Pierre Suta, ce qui est venu vous parler. On connaît l'histoire, il a parlé de honte et tout. Mais avant ça, je sais qu'il y a aussi les anciens, donc dont toi et Nando, qui avaient fait le tour des chambres. Vous étiez parlé aussi avant. Raconte-nous un peu, parce que ça, c'est moins sorti. Non, pour moi, ça s'est passé même pendant le match de l'Allemagne. À Lille. À Lille, parce que j'ai regardé le match. Alors après, c'est peut-être moi, en tant que joueur, par rapport à... Je suis peut-être pas aussi connecté ou déconnecté, c'est pas quand tu vois les choses, mais j'ai vu dire que le match de l'Allemagne était catastrophique. Bon, premier quart-temps, on est serré. Il y a 8 minutes au deuxième quart-temps où on est inexistant. Ça, c'est clair. On est nul, on fait rien, enfin, on est nul pendant 8 minutes. Mi-temps, 2-3 mecs, dont moi, ils lèvent la voix dans le vestiaire, mais il y a une reprise en deuxième mi-temps qui est un peu plus intéressante. Et moi, c'est ce que j'ai dit à la fin du match, quand j'ai parlé à Steph Brun, c'est que je savais qu'on allait se faire défoncer, mais j'ai vraiment trouvé intéressant les 10 dernières minutes du match. On passe de moins 26 à moins 12. Avec Isaiah qui devient Isaiah. Voilà, en gros, ouais. Et là, en fait, je ressens, moi, dans le regard des gars, tu passes de moins 26 à moins 12, ils ne nous ont pas laissé revenir. On a fait des choses pour revenir. Ils nous ont rien laissé, parce que s'ils pouvaient en mettre 40, ils allaient nous en mettre 40. C'est ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient nous humilier, ils chambraient le public, et c'est ce qu'ils voulaient faire. Donc nous, on a... Et en fait, ce qui m'a plu à la fin du match, et c'est ce que j'ai dit après aux médias, j'ai dit, la façon dont tu as joué des 10-15 minutes, et je voyais le regard des gens, des gars. Je voyais l'attitude des mecs. Et là, j'ai senti qu'il y a eu un déclic. C'est pour ça qu'après moi, je rentre dans le vestiaire après le match. Tu étais très remonté, Nico, quand même. Moi, tu te souviens qu'on se croise en bas, je descends la croix. J'étais fâché. Tu montes, tu m'attrapes, je sais ce que tu m'as dit dans l'oreille. Tu étais remonté comme une pendule, hein. Ouais, j'ai rarement été comme ça. Ouais, ben oui, j'ai vu. mais
j'ai senti quelque chose, et après chaque match, je débriefe avec Boris Dio. Chaque fois dans le vestiaire, je me pose et je dis, ouais, on parle pendant 5 minutes. Et là, je lui dis, c'est bon. Tout va bien se passer. Ça se voyait. Rien qu'à la fin du match, tu voyais dans le regard de certains mecs que beaucoup des regards, des attitudes, un truc avait changé. Je sais pas comment l'expliquer, mais sur le moment, tu voyais. Mais t'es en train de me dire, c'est que mental alors. Bah Là, ouais. Il y a eu un déclic, et je te jure, j'ai parlé à Boris Dio, j'ai dit à Boris, j'ai fait, tout va bien se passer. Et tu as senti dans les jours d'après, à l'entraînement, dans les discussions après le match, on rentre, on a le transfert à Lille. Le transfert à Lille, on est tous au fond du bus, on joue à un jeu, là, undercover, on joue en ligne. Bien sûr. Je te jure que le transfert Lille-Paris, c'était un transfert de colonie de vacances, le truc. Tout était nickel. Ça rigolait, ça déconnait. Et je sentais vraiment qu'il y avait un truc qui avait swifté dans ce dernier quart-temps de l'Allemagne. Et il y a eu je sais pas. On arrivait au Club France, après on avait les médias. Et en fait, aux médias, on avait tous le même discours très positif. Et en fait, là et plus on la journée, plus j'étais confiant, en fait. Et le soir, on mange au village, après on rentre, et c'est vrai qu'avec Nando, on se dit, ouais, on fait une réunion entre joueurs, seulement entre joueurs. Et là, Nando qui commence. Très Nando. Toi, il fait 10. Factuel. Nando. Fat Nando. Nando. Tout le monde se tait. Évidemment. T'écoutes. Il parle de quoi à ce moment-là? C'est quoi les axes? C'est l'attitude, c'est où on est maintenant, c'est que même si tout le monde nous dit qu'on est mort, on a quand même un quart de finale à jouer et qu'on est encore debout. Tu vois? Donc quoi qu'il arrive, on n'est pas mort. On a une chance de pouvoir faire quelque chose. Donc ça tourne autour de ça. Après, je crois qu'il y a Rudy et Evan qui parlent aussi. Et en conclut par moi, j'essaie de redire les rôles de chaque joueur un par un. Bon, j'ai eu un peu chaud quand j'avoue, j'ai pris Mathias et Gershon en paire. Mais j'essaie vraiment de remettre certaines choses en place. Et c'est ce qu'on voulait faire avec Nando. Vraiment. Pour être sûr. Donc, quand on se couche, ce jour-là, c'est bon. Non, là, on est lundi, la veille du quart, on est dimanche encore. On est le lendemain. Parce que samedi, c'est le match de l'Allemagne, dimanche, le transfert. Voilà, on est le lendemain de l'Allemagne. Okay. Et quand je me couche du comment, là, je suis au téléphone avec ma femme, je dis, c'est bon. On a gagné. Tu sais que t'es pas le seul à dire ça, hein, parce que dans ce dimanche, lundi, là, vous êtes très nombreux dans l'équipe à dire. Mais ça se voit au Club France. Moi, quand je vous vois au Club France, j'y étais pas, mais je vois les images. Je me dis, ah oui, ils sont sereins, les mecs. Ouais, ils sont sereins de foot. Ils sont quand même fait détruire par l'Allemagne, parce que oui, t'as dit les 15 dernières minutes, l'aspect visuel des analystes et des fans, c'est waouh, vous êtes fait rouler dessus. Mais t'as raison, vous revenez sur la fin. Mais en tout cas, notre lecture, c'est pas celle-là. Mais en même temps, on n'est pas dans l'équipe. Et quand je vois arriver au Club France, je suis là, je fais, ah ouais, ils sont souriants, Bonnard. C'est plein de petites choses. Et puis quand ils pensent, Nando, la carrière qu'il a, Evan, tu connais sa rage, Rudy, très grand joueur. Wemby, il arrive, mais on sait ce qu'il y a dans sa tête. Mathias Gershon, on sait où il joue, on sait ce qu'ils ont fait cette année. Tu vois, il y a des mecs qui ont quand même une expérience, quand même. On n'est pas 12 rookies qui n'ont rien connu. En équipe de France, on a quand même connu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de médailles cumulées quand même avant de jouer le quart. On a cette expérience si bas que le Canada n'a pas. Ah, ça, on l'a vu. Bon, il y a ça. Il y a cette remise en question au sein de l'équipe, et puis il y a quand même le dimanche le président de la Fédé. Il y a autre chose avant le dimanche. Ah voilà, tu vois tout. Avant, c'est que quand on se lève, tout le monde est au courant du. Vous savez ce qui s'est passé cette nuit? Qui était où cette nuit? Ah, les gars, ils étaient dans la night. Gros, on était tous au courant. Les joueurs du Canada sont sortis. Voilà, il faut le dire maintenant. Le matin, on l'a dit d'ailleurs dans les émissions. Tout le monde était au courant de ça. Et ça aussi, tu vois, ça. Par moi, sur le resto, ils teasaient pas. On a nos gars sûrs dans la night, ils finissaient tard, mais ils teasaient pas. Mais sur le moment, quand on te tu sais pas ça. On sait pas. Nous, on se dit, ok. Alors déjà qu'on est bien remonté, on est chaud. Sachant qu'ils se la pètent, qu'il y a un truc avec le Canada vis-à-vis de l'année dernière, tout était réuni en fait avec le recul. C'est un peu facile de le dire maintenant, un mois plus tard. Mais tout était réuni pour les défoncer en fait. On était, ok. Et donc, merde, et c'était, putain, on a encore 2 jours à attendre, quoi. Et comme si c'était long, hein. Vous étiez déjà chauffé à blanc, et donc là, il y a Jean-Pierre Souda qui décide de venir vous donner un... JP MVP, disons-le. Donner de la force. JP MVP. Je pense qu'il fait ça 24 heures avant, c'est pas pareil. Et je pense que voilà, on va pas entrer dans les détails et ce qui s'est passé parce que
ça y est. Nous, on avait switché, on avait cliqué le truc. Et je pense qu'on l'a mal pris parce que je comprends pourquoi, mais nous, c'était bon. En fait, on n'avait plus besoin de ça. Et tu vois, quand on est un peu des cons, de toute façon, dans nos têtes, tu vois, t'as pas besoin de rajouter ça en plus. Et je pense que c'est ça qui a fait réagir. Comment t'as réagi, toi, quand tu vois Evan qui prend la parole, qui lui dit « Mais moi, j'ai honte, c'est moi qui ai honte de toi quand il parle de honte. » C'est Evan, quoi. Mais pas méchant. Ça n'a rien à revenir là-dessus, quoi. Non, il était pas rancunier, donc il a dit... Non, ça s'est bien fini. Ça s'est bien fini. Ça s'est bien fini. C'est très bien fini, ouais. Ça s'est bien fini, après on a enchaîné. Bah justement, on va y aller là. On enchaîne, il y a ce match face au Canada et on le sent direct. Avant que tu dises ça, Erwan, j'aimerais que tu... Parce qu'on a parlé que d'aspect mental pendant ces 3 jours, là, sans match. Il y a quand même eu un grand changement tactique. Oui. C'est que Victor commence poste 5, Gershon est sur le poste 4, Rudy se blesse à la main. En fait, il y a un espèce de truc où tout se... Voilà, parce que politiquement, tu l'as dit, c'est difficile de mettre Rudy, un mec qui a gagné un trophée individuel en NBA, c'est impossible qu'il commence sur le banc sur une compétition internationale. En France ou dans n'importe quel pays, il y a que les States qui peuvent se priver d'un mec comme ça. Mais en fait, sur 3 jours, ouais, l'orgueil, mais Vincent fait ce choix qu'il avait décidé même avant la blessure de Rudy, c'est ce qu'il a dit. Oui, enfin, il a été fait 2 jours avant, 48 heures avant. Mais, enfin, moi, je parle beaucoup avec Kenny Atkinson, voilà. Moi, je suis très, très proche de Kenny depuis 3 ans, donc, et Kenny se dit, je vais te faire. Il fait, ça a marché, vous verrez. Là, tout le monde attendait ça. Ouais, ça a marché. Et encore une fois, c'est pas une histoire de, non, parce que moi, de talent de joueur. Bah oui. C'est une histoire de répondre à ce qu'il y a en face. Ouais, non. Et en fait, c'était vraiment les match-up en face, parce que, comme Kenny me disait, tout le monde parle de leurs guards, qui sont extraordinaires. Mais ils disaient, nous, on a plus de chances de limiter leurs guards que eux limiter nos bigs. En fait, c'est ce qu'on a fait ce match-là, quoi. Et l'histoire, c'est le premier entraînement. Donc, du coup, il fait le changement de 5. Premier entraînement qu'on fait, on se fait défoncer. Premier 5. Par Rudy, par Evan, machin, qui est sorti du 5, les autres joueurs, on se fait défoncer. Et là, Gershon, il rattrape tous les mecs du 5, il dit, vous savez, si on fait ça, hein, dans 2 jours, on est à la maison, hein. Parce que c'est à nous de lancer le truc. Donc on sentait même déjà à l'entraînement, Gershon prenait le lead déjà. Il reprenait complètement le lead de ce qu'il devait faire. Et après, voilà, on prépare l'entraînement. 2e jour, on prépare, mais nous, ça augmente. Voilà, tu sens que c'est hargneux l'entraînement. C'était hargneux. C'était vraiment des vrais 48 heures. Il y a eu beaucoup d'entraînements très intenses. Mais là, la confiance était revenue. La rage était revenue. Tout était réaligné, en fait. Et même le matin du Canada, on fait le shooting, là. Et à la fin, Victor, il fait, Nico, viens voir. Fais Dillon Brooks. Et pendant 20 minutes, on a fait un contre 1 où il dit, tu ne fais que des fautes, je m'en fous. Non, c'était toi, c'est l'état d'esprit qu'on avait, tu vois. Lui, l'état d'esprit qu'il a aussi. Et on pousse. Et tu arrives au match et tu commences par 23-8, quoi. Un ajustement tactique important, qu'on attendait beaucoup. Une dalle à croquer dans des briques. Et en fait, le match, vous leur cassez la gueule. On rentre dedans direct. Vous leur cassez vraiment la gueule. Ça s'est senti tout de suite. Et t'as raison, tu parles de Dillon Brooks. Et l'enfer que vous avez fait vivre à Dillon Brooks sur ce match-là, c'est un petit peu ce qui montre votre état d'esprit du moment, qui a complètement switché, quoi. Aussi, le bon truc par rapport à ce tableau-là, c'est que tu joues 2 équipes qui nous ont défoncés. L'année dernière, ils nous ont humiliés et ils nous ont chambrés. De toute façon, ils ont le droit, ça c'est du basket, hein, tu prends pas personnellement. Hein. Mais en prépa, pareil. Et c'était assez facile en plus, ils font ça assez facilement. Donc, t'as cet orgueil-là, quand même. Quand t'arrives à Bercy, t'es au JO à Paris, tu vois tout ce qui se passe depuis une semaine, tu vois tous les sports qui cartonnent. T'as pas envie d'être l'équipe qui, tu vois. Sachant qu'on vous attendait de fou. Voilà. Donc, il y a ça aussi qui jouait, de toute façon. Il y a ça aussi qui jouait, il y a cet orgueil-là. Donc, Evan dit beaucoup que le switch à Paris, le fait de venir à Paris aussi, de vivre les Jeux à Paris. Tu rentres dans les Jeux. Ouais. Tu vois, Lille, c'était extraordinaire. 30 000 personnes, l'ambiance, tout, c'était génial. T'étais à moitié au JO, tu vois. T'es dans une compète habituelle, ouais. FIBA, quoi, un peu. T'étais à moitié au JO. T'avais cette frustration, entre guillemets, de moi, je veux être là-bas, moi. Tu vois, je veux être auprès des autres. Déjà que t'as pas fait la cérémonie d'ouverture, tout ça. Moi, j'avais les boules, moi. Je sais qu'il y en a, mais moi, j'avais les boules. Mais t'as envie d'y être. T'as envie d'être proche là-bas, dans le cœur des Jeux. L'Euro, là, qu'on a fait en 2015,
t'es à Lille, je m'en fiche. Parce que c'est qu'un euro de basket. Mais d'abord, d'être arrivé au cœur des Jeux Olympiques, tu sens Paris, tu sens les Jeux, tu sens le truc, tu vois la chose. Ça aussi, ça a changé les choses. Et quand tu rentres dans la salle, ouais, t'es dans le tunnel avec eux, tu les sens très confiants, tu dis c'est bon, en gros, ils nous prennent pas au sérieux, quoi. Donc tu rentres sur le terrain et début de match, voilà, quoi. Son début de match, c'est tout le match. Hein, ouais, c'est tout le match, franchement. Mais tu sais, moi, le Canada, il reste parce qu'on était bien placé, que l'ambiance était extraordinaire. Franchement, c'est... Bon, là, c'était l'équipe de France, donc j'ai jamais vécu une ambiance aussi incroyable que ça. Quand tu supportes une équipe sur le terrain, en plus, c'est la gagne et tout. Mais moi, je veux que tu me parles d'un mec, c'est Isaiah Cordinet. Je comprends pas comment, entre son rôle, ce qu'il produisait, il a été bon, il y a rien à dire, tu vois. Comment il arrive à prendre le leadership à un moment donné sur les bases extérieures, ça devient le meilleur scoreur du game, et son début de match avec les 2 tirs à 3 points, il est enfin, comment c'est possible ça, en fait? De la spontanéité. C'est la continuité des 10 dernières minutes de l'Allemagne. Il prend la balle en haut, là, on fait le même système, et il met 2 dunks de suite à un tir mid-range. Mais il est juste dans sa continuité, quoi. Dis-moi si je me trompe, Nico. J'ai l'impression que, alors, on va rajouter les 10 dernières minutes de l'Allemagne, ok, à Lille, mais face au Canada, j'ai l'impression que on récite plus le basket. On est agressif. Parce que c'est vrai que quand on commençait avec Bilal et Isaiah, les deux, qui sont des jeunes joueurs en équipe de France encore, ils récitaient ce basket-là, et on était prévisible, et on était attendu parce j'imagine qu'ils font de la vidéo, enfin. Là, on arrive, on a des ballons, les mecs, ils sont sur pression, et puis comme Isaiah est un athlète incroyable, et puis après derrière, il s'arrête en contre-attaque, il prend à 3 points, et enfin, oui, il y a ce basket voulu par Vincent Collet où on se passe la balle, mais il y a aussi ce basket au bout d'un moment, on casse les lignes et on agresse les mecs. Il a changé ça aussi, de toute façon, entre-temps. Voilà, le discours aussi a changé. Il a changé 2-3 plays. Et je pense aussi qu'on a arrêté de mettre une surpression collective et de dépendre que de Victor aussi. Et je pense que c'était pas bon pour lui. Et ce qui était intéressant, c'est que il fait pas des gros matchs offensivement. À part la finale. Non, je parle des deux, justement. Du quart et de la demi. Offensivement, il n'est pas énorme. Il rate beaucoup, ouais. Très mal. Mais il est quand même important et magnifique dans le reste du jeu, dans l'impact qu'il a. Mais on a réussi à surpasser ça, parce que si on reste dans la même philosophie, mais Victor fait les matchs offensivement, on en prend 30. Hein. Enfin, je m'exagère un peu, mais bon, tu vois, après, il y a peut-être des mecs restés pop, mais bon, on part difficilement parce qu'on avait du mal quand Victor marquait pas, déjà. Et là, on a réussi à trouver d'autres solutions. Et par de la spontanéité, par de l'agressivité. Par la défense. Moi, les entrées de système, on en parlait déjà à la Coupe du Monde, mais moi, les 15 premières secondes à passe, tout en périphérie pour finir pick and roll dans l'axe, avec les athlètes qu'on a et l'agressivité. L'entrée de système avec Iverson Cut, là, moi, vraiment, ça, j'en pouvais plus, je vais pas te mentir. Je me disais, gros, on est lisible à 4 kilomètres. Déjà, on a monté la balle, il reste 12 secondes sur l'horloge. Nous, on est en stress. Il y a un gars qui coupe, interception, ça me rendait fou. Là, il y a un mec qui est venu sur le terrain, c'est Isaiah, qui a joué meneur, franchement, de nombreuses reprises dans les moments importants. Il prend la balle, il met un cross sur pression, il crée quelque chose. Et c'est vrai qu'en fait, c'était le seul qui était capable de faire ça sur les lignes extérieures. Même si Evan a retrouvé des jambes au fur et à mesure, Isaiah, par son agressivité, mais on parle d'un truc, un b.a.-ba du basket, là, pas plus, c'est même pas un play. C'est ce qu'il fait à Bologne, de toute façon. Clairement. Mais là, on n'est pas à Bologne, c'est les JO, le plus haut niveau possible. Ouais, mais à Bologne, il fait, donc il sait le faire, tu vois. Il peut le faire, donc... moi, je regarde pas mal de matchs Euroleague et je vois souvent faire ça à Bologne également. Donc, Pascal Donadieu m'a dit, mais moi, je suis pas surpris. Hein. Moi non plus. Il est ce joueur. Il est ce gars-là. Ouais. Oui, moi non plus. Donc, il fallait juste que les gens se lâchent, quoi. Et soyez qui vous êtes. Pourquoi tu es en équipe de France? Que tu fais ça. Toi, pourquoi tu es là? Parce que tu es ça. Toi, c'est ce que c'est de dire aux gars individuellement. Donc, soyez qui vous êtes. Est-ce que Vincent lui a dit un peu de son rôle, son rôle de défenseur ultime, c'est un énorme défenseur, mais de mec en attaque ou un peu, presque trop poli. On sait que c'est un très gentil garçon, Isaiah, mais presque un peu trop poli. Et là, Boulin, il a dit, c'est bon. C'est bon. On est des KRA, c'est ce qu'il a dit. Le règlement intérieur, là, ça va 2 minutes. Au bout d'un moment, je vais prendre des heures de colle et je vais mal parler. Et ben voilà. Après, on lui a demandé de faire ça aussi, quoi. Vincent aussi lui a demandé de faire ça, donc, non, de toute façon, il a été très, très bon, de toute façon. Tu l'as dit, c'est le gros game changer aussi, c'est que Vincent a changé son coaching en cours de route et qu'il a demandé autre chose au groupe aussi. Là, il a après ça aussi ses forces. Quand tu as parlé de coach, il aurait pu dire non, je reste sur mon truc. Et lui, il a accepté de faire ça, lui avec son staff, et de tout changer, de prendre des trucs sur lui, parce que c'est un risque de faire le move qu'il a fait. Pour moi, il n'y avait pas le choix. Non, mais ça peut être un risque quand même, mais de perdre son groupe, de perdre machin, donc il l'a fait. Tu sais, à l'Euro, quand Tony il est cramé,
et que Tchatcho, il lui fait de la chanson parce que Tony revient de blessure, et qu'il reste avec Tony. Tu t'en souviens? C'est là où tu rates les 3 lancers, là. Ah ouais, non, mais il meurt avec ses idées et on se dit pourquoi il a passé autre chose. Non, mais c'est différent, mais. Parce qu'il y a Tipeee dans l'histoire, dans l'équation. Non, ça, j'ai toujours dit. Il y a Rudy, là. Hein. Non, c'est différent parce que Tipeee, sur ce match-là, c'est. Après coup, c'est facile de dire ça, je trouve. Sur le moment, c'est le genre de joueur que tu dis, il va louper 15 de suite, il va te sortir un truc magique pendant 2 minutes. Ah, mais ça, oui. Non, mais oui. Non. Et il l'a fait et refait. Après, et en fait, c'est l'histoire. Non, mais t'attends. Les Spurs lui avaient tiré dessus pour qu'il non, revienne. Mais t'attendais ça et tu te dis que ça va peut-être arriver. Et dans le match, tu te dis ça va arriver. Parce que c'est le genre de joueur avec qui ça arrive. Malheureusement, c'est pas arrivé. Mais tu peux pas le sortir à ce moment-là. C'est l'histoire du sport qui va dans le sens là. Voilà. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Tu peux pas. Sur le moment. Ça fait partie du jeu. Alors, après parce que si tu le sors et que tu perds, mon gars, bon courage après. Hein. Ça, après, oui, il aurait dû sortir. Non, ça, c'est facile de dire ça sur le non, ce que je veux dire, c'est que Tipeee, c'était pas juste qu'il était pas maladroit. Ouais. C'est que défensivement, on le connaît, il a toujours fait les minima et il savait Là, il était physiquement dans le dur, c'est ça que je veux dire. C'est pas genre Tipeee qui, même à 0,15, évidemment, tu le laisses sur le terrain. Bon, revenons plutôt au jeu, parce qu'on digresse un peu trop. C'est moi, d'ailleurs, qui vais là-dessus sur l'Euro. Moi, j'aime, et on sait que les coachs, ils aiment bien le bout de leurs idées, de leur philosophie. C'est aussi comme ça qu'ils sont crédibles auprès des joueurs. Mais moi, alors, et je lui suis tombé dessus à Vincent, et il m'en a parlé d'ailleurs de manière assez... Il était pas content quand on s'est vu à la soirée, mais moi, je kiffe quand des coachs, en pleine compète, ils arrivent à faire « Ok, vas-y, on change ». Ça, pour moi, et les gens qui l'ont envoyé la vidéo où je lui tombe dessus, je suis sûr qu'ils n'ont pas envoyé le reste, mais moi, un coach qui change comme ça en cours de compète pour réajuster, je trouve ça fort. Je trouve ça très fort. Il y a plein de coachs qui vont au bout du truc. Après, alors j'entends ce que tu dis. Maintenant, moi j'ai une autre théorie, c'est que assez rapidement, et c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure. En fait, on a vu que ça n'avait pas marché. C'est-à-dire que si t'es un coach de foot et que tu mets le mauvais 11 et que tu fais rentrer tes 2 meilleurs joueurs qui te sauvent la fin du match, c'est pas la même chose que j'ai bien préparé mon match. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je crois que la semaine à Paris, en fait, c'est ce qu'on aurait dû voir tout le temps. Très difficile à mettre en place politiquement. On l'a déjà dit. Non, mais la prépa, tu vas comme ça, tu prépares quelque chose. Tu prépares, tu tentes les 2 grands et tout, mais rapidement, tu as le droit de sentir que peut-être pas. Et honnêtement, c'est dur de mettre 10 sur le banc, c'est dur. Mais la compétition, tu dois commencer avec Gershon dans le 5. Ça, c'est la réalité. Donc, t'as raison, il a réussi à changer et ça s'est bien passé par la suite. Moi, je crois aussi que le changement aurait dû être fait un petit peu avant et que l'équipe, en fait, aurait eu une meilleure expression collective. Tout simplement, parce que c'est ça qu'on regrettait, nous. C'est pas gagner-perdre, évidemment. On peut gagner et perdre, mais c'est comment on construit nos matchs. Comment on prépare les gars émotionnellement, etc. Pourquoi ces 5 majeurs? Pourquoi Bilal il est aussi longtemps dans le 5? Pourquoi Evan et Nico ils commencent la prépa sans être dans le 5? C'est des trucs honnêtement qu'on comprenait pas sur le moment et qu'avec le recul je ne comprends toujours pas. Après c'est parce que c'est passé, et tant mieux, tu vois. Mais c'est vrai, regarde, tu commences ta compète, t'es pas dans le 5. Frérot, tu sors d'un play-in extraordinaire, t'as fait les playoffs, tu joues poste 3, on en a beaucoup parlé. Pourquoi Evan, sur les meneurs adverses. Pourquoi Nico et Evan ne commencent pas la prépa dans le 5 majeur? Tu vois, moi j'étais un peu frustré, très honnêtement. Non, en plus, j'étais avec la blessure de Vincent Poirier. Au départ, c'était OK, Nico, il va jouer 4. Ça a été plus ça, en fait. Pour moi, ça a été un domino où si Poirier est plus là, j'ai fait toute la prépa en 4. Du coup, j'ai tout changé. Donc, le poste 3 s'éloignait un petit peu pour moi. Et après, avec tout ce qui s'est passé, on a vu que, fallait me starter en poste 3, mais comme je t'ai dit au début, c'était beaucoup de recherche. Parce que l'ancienne génération... Ça fait coûter cher, la recherche. Ouais, le fameux labo. L'ancienne génération qui a porté l'équipe, on n'avait plus les mêmes rôles. Les jeunes qui arrivaient, les jeux, c'est chaud, hein. T'es pas un euro, hein. T'as pas le temps d'apprendre, entre guillemets, donc faut enchaîner direct. Donc il fallait vraiment trouver les bonnes solutions d'entrée pour attaquer les JO, et c'était bizarre. Bon, il y a cette victoire. On l'a déjà dit, pour moi, ça arrive tard. Il le fait quand même, il l'a fait. Donc on peut... Voilà, l'important, c'est de le faire. On sait qu'après être coach, et nous, on est bien dans nos fauteuils peinards. Est-ce que lui, il pourrait faire ce qu'on fait, nous? Je sais pas. Non, pourquoi pas je rigole. Je rigole. On a tapé où ça fait mal, surtout chez eux. Bien sûr. La première mi-temps de Gershon et... À l'intérieur, on le dit. On savait qu'ils étaient courvêtus. Et Mathias. Ah, Mathias. Oh, Mathias. Bon tournoi, Mathias. Bravo, mon grand. Francis Ngannou, gros. La violence du bonhomme, la violence. À un moment donné, je crois qu'il y a 3-4 rations de suite, on monte la balle, il y a 0 système. À l'ancienne. On donne la balle... Non, mais ça fait surtout très NBA en plus. Oui, un peu, ouais. T'as la balle inside, t'attends juste qu'ils prennent leur position, c'est bon.
Ouais, tiens, amuse-toi. Ah, vous switchez? Mais c'est même pas Ouais, NBA pour c'est moi, pas- c'est street parce que. C'est même pas switché. Bah là, à chaque fois, il Mais switchait non. loin du ballon et Shai, il se non. retrouvait sur Non, Mathias. non, Bah mais- ouais, bon mais- courage, gros. Mais hein. même sans Shai, enfin, on savait très bien que en post-up direct, Personne, ouais, ça, c'est même sûr. leurs big men ne pouvaient pas les tenir. Bah, déjà, leur seul vrai grand, c'était Olynyk, il n'a pas beaucoup Dwight fait jouer. Powell. Non. Dwight Powell, Powell, il est il comme pouvait ça, pas faire jouer. il s'est fait massacrer, et après, mais ils sont Burke, convaincus. et puis même, Il fait jouer Ken Burch, hein. Dès le début. Le là. second Ouais. Fener, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Ouais, et quand on voit ça, on fait OK, on les a, quoi. Donc, c'est un match extraordinaire, une ambiance fantastique, on renoue avec vous. On a eu chaud dans les cartons, quand même. Oui, d'accord, mais Ça fait partie du jeu. mais Plus chaud, quand même. Ça fait partie du jeu. Tu vas pas gagner plus on 30. renoue vraiment avec vous, on dit ça y est, on vous a retrouvé et tout, et puis il y a une scène, et là je vais vous laisser parler, cette scène de fin qu'on a eu la chance de filmer, où tu vois Thomas au bord du terrain, là, et vous parlez, vas-y, racontez-moi cette scène, ça m'a fait délirer. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Moi, franchement, j'étais archi bien placé. Ouais. Donc, encore une fois, merci à Babette qui nous a régalé de ces places-là avec Joe. Bref, on est super bien placé et c'est vrai que tous, là, vous passez devant nous. Donc, d'abord, les Canadiens qui font la gueule. Je fais un gros plan avec mon téléphone sur Dylan Brooks, c'était lourd. Et puis, le premier qui passe, en fait, c'est Gershon. Et Gershon, il vient devant nous et il crie comme ça. Waouh, on vous l'avait dit! Vous avez douté et tout. Je fais, ah ouais, gros, Gershon, t'es chaud comme ça, gros. Il y a 3 semaines, on était là comme ça et tout. Tu vois, avec beaucoup d'énergie et tout. Bref, cool. Finalement, toi, Nico, t'arrives. Et, moi, je comprends que il y avait ce truc de, vous avez douté de vous, enfin, vous avez un peu douté de nous, on vous l'avait dit qu'on allait le faire. Tu vois, ce truc un petit peu, limite mystique. C'est toujours plus facile de le dire après, hein. Mais c'est vrai que vous avez été très nombreux à le dire avant. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas, du soulagement. Et surtout, tout le monde était vachement heureux. Il y avait beaucoup de joie dans vos yeux. Ouais, ça fait du bien de... Ouais, parce qu'on a quand même ramassé, on le sait, après, à juste titre également, mais de gagner le Canada, ça fait du bien. On était très contents de retrouver l'Allemagne. Parce que c'est sur ça qu'on s'est dit à la fin. Au début, c'est que le dernier match, je crois, de mots de Vincent avant de commencer le match, et vous savez ce qui se passe si on gagne, qui on joue. Et ça aussi, tu vois, ça ajoute parce que t'as envie de les faire tomber. Ils sont champions du monde en titre. L'année dernière, on était entre guillemets des favoris et on fait un tournoi de merde à la Coupe du Monde. Ils nous ont bousillés, ils chantent le public derrière français, tu sens des sourires. Tu vois? Mon Wagner, surtout. Hein. Ouais, tu vois, des trucs. Il a l'air gentil, mais qu'est-ce qu'il a mis du bois? Ouais, Là, ce qu'il vous a mis. C'est un bon mec, mais dur, relou de jouer contre lui, quoi. T'as raison. À juste titre, ils ont été très bons l'année dernière, ils ont été très bons après des prépas, ils ont été très bons au premier tour. C'est une très grosse équipe, hein. Ils vont revenir. Hein. Ah bah oui. Ils vont revenir, ils vont gagner. Je m'inquiète pas pour eux, hein. Ils sont encore jeunes. Mais aussi, j'étais content de les retrouver aussi, quoi. Et donc les retrouvailles, ben ouais, elles sont là aussi encore, c'est les mêmes ingrédients. C'est Isaiah exceptionnel, et c'est de Mathias, Gershon qui à l'intérieur qui font un chantier incroyable. Et je voudrais, on revient sur Gershon qui détruit Daniel Theis, parce que donc il y a la revanche face aux Allemands, mais il y a la revanche aussi de gros, à Boston, ils t'ont fait confiance pas à moi, je vais te punir. Et il nous l'a dit, parce qu'on l'a appelé après je t'avais appelé à toi aussi en live dans l'émission, mais Gershon il me dit, ah non, mais quand j'ai vu que c'était Daniel Theis, je fais ISO, cassez-vous, je vais le détruire. Voilà, bon, on fait un début de match bizarre, mais on est mené 12-2, mais après on revient, on arrive à être égalité à la mi-temps, mais son début de 3e quart-temps, Gershon, c'est des équipes quasi... En FIBA, c'est rare de Ouais, voir ça. d'accord. ISO sur un mec en FIBA, quart terrain dégagé, je vais le détruire. En playoff, on l'a vu 1000 Ouais. fois, mais alors là, comme ça. Bah, encore une fois, tu vois, c'était Vincent et son staff, c'était OK, voici leurs points forts, mais voici leurs points faibles. Et ce truc, c'est que le Canada ou l'Allemagne, quand ils jouaient contre nous, c'était oh, la France va perdre parce que ça. Et nous, c'était on va gagner parce que ça. C'est parce que personne parlait en fait, personne faisait attention. Quels étaient les points faibles du Canada? C'était inside. Donc, ou bien les bourrines inside. Limite pas de système, on joue inside, et c'est ce qui s'est passé. Je crois qu'on était à 45 ans, c'est franc. Oui, enfin, j'ai regardé le match, il y a faute. Tout le temps. 95%. Oui, je suis d'accord avec toi. Tout le temps faute. Il y a faute. Mais, et puis on jouait dur, donc à un moment donné aussi, quand tu joues dur, les arbitres s'adaptent à un moment donné, hein, tu le sais. Et l'Allemagne, ça va être pareil, c'est qu'à un moment donné, on fallait sortir un des deux, Schroeder ou Wagner. Moi, je savais que j'avais ma mission individuelle sur Schroeder. Je crois qu'il fait 6-18 au tir. Mais ça a été la grosse mission. Il y en a un qu'il fallait sortir, qu'on pouvait sortir, c'était Franz Wagner. Et c'est ce qui a été fait, de toute façon. Il fait un gros début de match, et après, il met 7 points. Alors, début de match, ils m'ont fait flipper. Non, il met 7 points, Les deux, ils sont à 14, les deux, 7-7, les deux. Et après, on verrouille Franz, et ça a tout changé.
Il a pas marqué pendant 30 minutes. Non. Avant son dernier tir, à toute fin. Tir à la fin. Mais, et donc ça a été un énorme taf des autres, surtout. De Cardinier qui commence sur lui. Après, t'as Evan qui voulait le prendre absolument. Qui ont été vraiment les deux. Ouais, je mets Evan dedans. Mais il faut mettre Evan. Je mets Evan dedans. Il est venu, on lui a dit. On lui a dit, tu vois, d'accord, on lui a dit, bon, t'as jamais vu défendre comme ça. Non, on t'a pas vu défendre comme ça depuis longtemps. Parce que c'est moi, pas pareil. Ouais, Nico, t'as un rendez-vous avec Friends. J'ai dit, non, je savais qui j'avais rendez-vous. Moi, c'était Schroeder. C'est le petit. Moi, je savais que j'allais être mission Schroeder. Et non, mais c'est pour ça que j'ai pas. Je voulais voir Anso, au final, j'ai vu Samira. J'ai pas. C'est Booba avec. Tu connais pas son, j'avais. Bon, tant pis. Horrible, je sais que les gars vont l'avoir dans le commentaire. Bien sûr. Mais on l'a pas. Donc, je savais que les gars, et surtout qu'on switchait, quoi. Donc, on a arrêté de défendre en coverage, on a fait que du switch, surtout contre eux. Et ça les a totalement perturbés. Et là, Gershon et Mathias, ils sont trop précieux. Quand ça switch comme ça sur pick and roll, ils sont, bien sûr. Et Victor, évidemment, mais c'est fantastique. Alors, moi, quand Mathias, il se retrouve sur Franz Wagner et qui lui tient 3 duels, comme si c'était Tony Allen, je fais, voilà. En fait, ça change tout. Même moi, tu vois, donc moi, je switch toujours avec les grands. Mais quand j'ai des petits meneurs comme ça, je les regarde. Si vous voulez ou vous voulez pas. Ouais. Switch. Là, tu voyais qu'ils avançaient. Switch. Oh, j'adore. Schroeder. Switch. OK. Switch. Schroeder, il fait un bon match, il n'y a rien à dire. Il porte son équipe, il marque des paniers début du 4e. 6-18. Hein. Mais en fait, à la fin, il est hyper maladroit. Mais parce qu'il a ses moments de grâce, un des jeux de super loin, il a un tir drop. Il a un gros run pour débuter. Tout à fait. Il a un bon petit run dans le 3e quart-temps. C'est le 3e quart, ouais. Début le 4e quart, c'est en 3e quart. Mais il est épuisé, vous le fatiguez. Ouais. Parce que c'est un petit physique, il va très vite. Il a du coffre, mais sur les impacts, il souffre. C'est un mec qui est vite. Et là, vous l'avez touché tout le match. Et ça, c'est des trucs qui, à la fin... Parce que c'est le genre de mec, oui, quand tu le laisses faire ce qu'il veut, il est magnifique. Hein. Ça, c'est clair. On l'a vu. C'est magnifique, mais c'est le genre de mec, tu vois, c'est un peu pareil pour Shai. C'est que tu sais que, quoi qu'il arrive, ils vont être forts, ils vont prendre 20 tirs. Et c'est le boulot, c'est comment tu les fais travailler et dans quel état ils vont arriver au dernier quart-temps. C'est ça l'important. C'est que pendant 3 quarts-temps, faut que tu vas souffrir. Hein, mais par exemple, juste pour venir sur le Canada, là où j'ai eu un petit coup de boost, moi, c'est que j'étais KO. Début de 4e. Mort. Lessivé, parce que il est dur à contenir. Et ils reviennent à 6 points. On joue pas bien. Et ils ont une touche ligne de fond. Il restait 8-40, un truc comme ça. 8 minutes et quelques. Et touche ligne de fond, il fait main à main. Il part. Moi, je me prends dans l'écran. Victor fait faute. Il a 2 lancers francs. Et là, je me dis, putain, merde, c'est -4, le momentum est pour eux. Ah, il fait 0-2. Et il fait 0-2. Ouais. Le signal, il a raté 2, on va gagner. Le 0-2, ça m'a remis un boost d'énergie. C'est fou, hein. Et là, de sport. Et c'est l'action d'après, c'est là où je compte sur le drive, du coup. Ah oui. L'action d'après. Moi, ça m'a remis un boost, j'ai fait, OK. T'as fait 0-2, et c'est vrai qu'il y a ton retour sur le layup, là. Et après, il a une faute, il fait que 1 sur 2. Donc, il fait 1 sur 4 lancés, il se fait contrer, et après, il fait un mid-range. OK, si lui commence à faire ça, ça va affecter tous les autres. Et là, au lieu d'être à -4, Gershon, il met 2 bang bang inside, plus 10, temps mort pour eux. Sachant qu'il n'y avait que lui qui marquait. Hein. Il n'y avait que lui qui marquait. Clairement. Et tu vois, tu sentais que là, c'est même lui qui commençait à montrer des signes de fatigue. Tu vois, on sait quand et ça a été pareil, je pense, de l'autre côté. Ils font un run à la fin, mais on a réussi à montrer, je pense, qu'on pouvait rendre Schroeder vulnérable. Et on est là, et là, moi je sors, mais après, ce que fait Franck dessus. Et Andrew aussi, qui a un gros passage. Andrew, fin de 3e, début de 4e, parce que moi, quand je rentre, je le fais, il fait, vas-y, va là-bas. OK, tu l'as, mais toi, ça m'a permis aussi, moi, de souffler, et puis aussi, Andrew amène aussi ce côté défensif, une autre vision défensive. C'est pour ça, quand l'équipe... Moi, j'aime bien qu'on alterne différents défenseurs sur des mecs. Moi, je suis plus long, machin, l'autre, il lui rentre dedans, machin, donc c'est difficile à s'adapter. Et Andrew était très, très bon là-dessus. Très, très bon là-dessus, mais ce 5-là, qui passe de +4 à +13, avec le tir de Franck, là, en transition, après un compte de Victor, parce que c'était Victor et Mathias en même temps, après c'était Victor et Gershon, et c'était, vous avez sur le terrain encore. Enfin, quand il met les 3 points, +13, je me dis, OK, il reste 6 minutes,
Et moi, avec mon grand PTSD, mes grands... Et merde, comment on va le perdre, du coup? Oh non. Non, mais vraiment, tu penses. Tu penses. Que nous arrive toujours des dingueries. Comment on va faire pour le foirer, du coup? Ouais, une demi-finale à Paris, au JO, bon. Mais gros, on a failli en plus. Bah, bien sûr. Ce sport est tellement capricieux, il y a toujours un comeback de l'équipe Comment on va adverse. faire pour foirer si ça continue? Non, mais après, parce que tu sais que c'est une grande équipe et ils ont des grands joueurs, ils en sont capables. Après, vous leur avez vraiment fait mal au moral. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, ils ont senti, même s'ils reviennent un peu, ils ont senti que non, ce soir, c'était pas pour eux. Clairement. C'est quoi le match le plus abouti entre les deux? C'est vraiment le meilleur match de l'équipe de France. Canada. Ah. Ouais, notre équipe, pas à jouer et tout, hein. Tu vois, quand tu penses tactique, tu penses Allemagne, expression collective. Allemagne, tu rates ton entame, tu reviens. Ouais. Ouais, mais bon, Le Canada, pour tu moi, rates 3 minutes, ça va. Le Canada, pour moi, c'est... Canada, de bout en bout. Canada, Ouais, parce ok. qu'après, Canada, Tu fais la course en tête tout le temps, quoi. fait la course en tête tout le temps et, enfin, l'action qui montre comme quoi on les bousille, c'est l'action, entre guillemets, en général, qui précède le tir des vannes. Où on tire, rebond off, on loupe, rebond off, on loupe, rebond off encore, tu vois, on leur marche dessus. Ouais, tu vois. ouais. T'es juste plus dominant, on plus marche dessus, physique. on en veut plus. Et à la fin, Victor machin, l'autre il lance une prière, c'était obligé que ça tombe dedans. Ouais, en vrai, c'était obligé qu'elle tombe dedans, non? On sait toujours pas pourquoi Victor, je sais qu'il lui a demandé la balle, mais il reste 3 secondes sur les 24, enfin les 14 à ce moment. Il lui donne la balle à 10 mètres, non mais. Par contre, t'es à plus 7. C'est un show, c'est momentum. Il reste une 40 et quelques. L'attaque, elle a duré 45 secondes. Ah, ça, c'est pour Et tu mets un 3 points, très et dur, tu mets ça. un 3 points à 10 mètres devant leur banc. Terminé. Terminé. Il y a 2 énormes matchs, donc Canada et Allemagne, et puis donc vous vous offrez la finale de rêve. Ouais. La finale de rêve chez vous à Bercy, chez nous à Bercy. On le savait pas au moment de la qualif. Non, on le savait pas. Parce qu'il y avait encore le derrière, il y a eu une États-Unis-Serbie. demi-finale. Et puis, il a Bon failli match de avoir, basket. Quand tu regardes le match Serbie-États-Unis, que vous savez que vous allez prendre le vainqueur, t'as envie que les Serbes passent ou t'as envie de prendre Team USA? C'est une drôle de question. Ça a été dur à répondre parce que dans le moment, le tournoi, tu veux jouer Team USA. Tu sais que ça va être plus dur, entre guillemets, sans manquer de respect à la Serbie. Mais tu sais, tu les veux, eux. Si tu veux gagner, tu veux pas un truc, oui, mais, tu vois, on joue la Serbie en finale et on gagne, oui, mais. Oui, mais on connaît comment sont les gens en France. Hein. Oui, mais. Enfin, tu joues la Serbie en finale, tu perds. Tu vois. Donc... Ça marche aussi sur beaucoup d'autres trucs. Hein. Tu sais que moi, dans cette demi-finale, je dis je joue Team USA parce que l'affiche. On veut ça, quoi, oui, bien sûr. Moi, je reste persuadé, et je veux avoir ton avis là-dessus, vous les battez pas les Serbes. Comment Moi, j'avais cette sensation-là, je voulais Team USA, parce que pour moi, il y avait certes l'affiche, la belle affiche, mais il y avait ce truc de dire, les Serbes, pour moi, il y avait plus une fenêtre face à Team USA qu'aux Serbes. Qu'est-ce que t'en dis de ça? Parce que la dureté, le truc là, c'est leur, ils sont au petit-déj. Et donc après, on aurait dû aller sur d'autres choses. Je veux pas créer un truc viral. Je peux pas te dire. Mais c'est un ressenti. Je peux hein. pas dire. Je suis d'accord avec toi. On joue à Serbie. C'est les planètes sont alignées pour nous. Jamais on perd. Ok. Mais pourquoi? Comment tu l'expliques ça? Vu l'Armada, le match qu'ils font en demi, ils doivent passer 1000 fois. Enfin. Je sais pas. Ah, c'est une sensation plus. C'est une que... sensation. Ah, mais bon. non, Okay, en okay. plus, ça aurait été le truc où, voilà, cette équipe, le Canada nous a fait ça, l'Allemagne nous a fait ça, la Serbie nous a fait ça aussi. Tu vois, on était à Lyon. en Lyon, et j'ai toujours dit mon plus grand regret, moi, c'est 2014. Bien sûr. Tu m'étonnes. Et il y a beaucoup de mecs dans l'équipe maintenant qui étaient en 2014, demi-finale de Coupe du Monde. On vient de taper l'Espagne. On vient de taper l'Espagne. Ouais. Et nous, on est tellement des cons rageux que. Ok. J'avais. Non, mais t'as vraiment l'animosité, enfin, du groupe, toi, oui. Mais le groupe, vraiment, tu peux te motiver quand c'était un truc d'il y a très longtemps. Ouais. Ok. Oui. Ok. C'était il y a 10 ans, quoi. Et puis à Lyon, hein. Les gars, Lyon, c'était dur, hein. Vous vous rappelez, On avait la haine, hein. Ah ouais, attends. Il était long, la deuxième mi-temps était longue, Nico. Oh, ça aurait fait mal. Ah, bah, Bon, finalement, c'est Team USA. On espère que bon, ça sera. Tu rejoueras plus jamais les Serbes. non. Parce qu'on reviendra. Dommage. Tu peux pas faire du 3-3, LA? Laisse-moi tranquille. Je serais là, je Oh, serais là. t'as le profil parfait, hein. Pas l'âge, par contre. Hein. Pas l'âge. Si. Comment ça, si? Gros, parenthèse. Ah, notre gars, oui. Non, mais quand j'ai regardé la finale. De Young, tu parles? Non, j'ai regardé la vieux. finale de France Hollande. hein. Ouais, Pays-Bas. T'as vu l'âge des Hollandais?
C'est ce que je te dis, De Jong en face, il est des vieux de 38, ouf. 36, Ah, ouais. en plus, t'es chez toi. Ah, mais faut... Bref, Il va à pied au stade. Team USA en finale, c'est le match. Ah non, ce serait lourd. C'est le match, c'est le match dont on rêve tous. C'est la revanche de Tokyo. Franchement, c'est un match où dans l'émotion, on est monté très très haut avec des actions incroyables, un début de match de back and forth comme ça, les petits tirs à 3 points fantastiques, victoire, un début de match. Mais c'est vrai qu'avec le recul, Evan nous avait dit que en fait, vous faites pas le match qu'il faut. Non. Non, je pense qu'on est cramé physiquement, je pense. Le truc des places, c'est vrai. Je pense que ça a joué aussi mentalement, le truc des places, parce que bah, juste le matin, la veille de la finale, jusqu'à 14h, bah, tu te bats pour juste placer 2-3 personnes de ta famille dans les tribunes, parce que tu n'en as pas de place. Donc, tu n'as que 24 heures, donc il n'y a que toi qui peux gérer ça en plus, tu n'as personne d'autre qui peut le gérer. Malheureusement, ça, c'était un peu galère, parce qu'en plus, vu les prix des places, tu n'as personne qui peut rentrer. Donc, tu dois le gérer. Donc, en gros, tu es en train de nous dire que vous, les joueurs, vous avez passé votre veille de finale olympique à vous casser les pieds, à gérer des places. Ouais. C'est catastrophique, en vrai. Non, mais disons-le, hein, c'est une catastrophe. Fais-moi, puis t'as des gens qui t'appellent, je dis déjà, moi, ma priorité, c'est de mettre ma femme et mes enfants, déjà. Bah oui. Après, faut être chaud pour appeler des gonzes pour des finales olympiques. Hein. Ah, tu les connais, gros. Hein. Ouais, Les gens appellent, hein, même si nous, non, mais tu connais la guerre, si nous on nous appelle, c'est que eux. Oui, c'est sûr. Après, tu dis non à beaucoup de personnes. Parce que j'imagine, t'as pas le choix, et puis il n'y a pas non plus 70 000 personnes. C'est 16 000. Hein. Donc, tu te prends la tête par rapport à ça déjà. Mais après, tu essaies de rester dans ton match quand même. Donc, tu prépares ton match. On était confiants quand même. Hein. Quoi qu'il arrive. Hein. On était confiants. On dit, les gars, Je sais pas, tu parles de revanche par rapport à 2014 des Serbes et tout. Il y avait une revanche directe. Aussi, quoi. Quand t'étais venu aussi après, parce que c'est quand même le classique après les compètes que tu viens de nous voir. Après Rio, t'étais venu nous voir avec ta médaille d'ailleurs. Tokyo, pardon. Après Tokyo, t'étais venu nous voir avec ta médaille. Ah, ok, d'accord. Merde, tu m'as perturbé. Et tu m'as dit, on va les taper. On veut une revanche, on va les taper. On veut une revanche, ouais. Et finalement, Evan nous disait que vous étiez plus proche. À Tokyo, vous aviez fait un match plus abouti, tactiquement, stratégiquement, à Tokyo qu'à Paris. C'était pas les mêmes individualités non plus. Même s'ils avaient une équipe de fous furieux à Tokyo, là, KD avait fait un très grand match. Mais là, en fait, on a fait un bon match. Ils n'ont pas fait le match non plus en face. Ah non. Ils font pas un très bon match. Non, on est d'accord. Ils font pas le match. Non. Ça a été un match bizarre. Je pense que tout le monde était un peu éreinté physiquement. C'était un match spectaculaire, mais c'était pas le plus grand match de basket, de maîtrise qu'on peut imaginer. Je pense qu'on était un peu tous éreintés physiquement. Tout le monde essayait un peu de... C'était long, c'était galère, c'était... T'as essayé, mais le fait d'arriver là, et on a quand même essayé de jouer, on est à moins 16, on revient à 3 points. Donc on lâche pas le truc quand même. Mais ouais, on peut avoir des regrets, parce que des balles perdues, des lancers francs, en attaque, en défense, on n'a pas forcément fait le match parfait non plus, je pense, en communication, en rebond exact, tout ça. Donc on peut avoir de regrets, c'est sûr. Mais tu as une chance à 2 minutes 30, 2 minutes 47 de la fin. C'est clair. Avant Claude Dingue, là. Bon, raconte-nous ça, parce que il y en a 3 où vous le prenez, puis le 4e, t'es sur la photo, gros, hein, avec Evan. Bah oui, c'est une belle photo. Beau poster. Toi, t'as des moments dans ta carrière où tu dis, tu veux pas regarder des choses où t'es dedans, tu vois. Là, je veux dire quoi. Il y a que lui, hein. Il y a que lui. On me dit, ouais, même si Steph Curry n'avait pas été pas là, gros, s'il était pas là, il passe pas l'ennemi, déjà. Hein. Déjà. C'est clair. Il passe pas l'ennemi, donc le mec, il est là, hein, donc c'est le seul qui peut faire ça. Hein. C'est le seul qui peut prendre feu comme ça et mettre ce genre de tir-là, quoi. Et le dernier qui prend, bang, quoi. Donc on était déjà à moins 8, je crois, à ce moment-là. Un truc comme ça, ouais. Un truc comme ça, à moins 8, donc moins 7, on passe à moins 10, moins 11, mais non, mais tu vois, j'étais... là, en reparlant, je suis même pas fâché, parce que je me dis que n'importe qui en face, dans le monde, l'aurait pris, ce truc-là. C'était tellement dingue. À un moment donné, je crois il met un tir sur Victor aussi. Tu vois la photo, Victor, il est en extension totale, il le met quand même. Donc, si lui, il pouvait pas contrer ça... Il le contre à Victor dans le match. Oui, une fois, ouais. Ouais, une fois, ouais. mais
Pas au bon moment. La façon dont il était, à ce moment-là, là, chaud comme il était, on est venu à 2. Hein. Ah, mais on a vu, hein. Avec KD tout seul, on le dira jamais assez. Kevin Durant tout seul. On est venu à 2. On avait strictement. Ah, bah, clairement. Mais KD aussi, hein. Tu pouvais mettre qui tu voulais en face. Même des sosies de lui, il n'aurait pas regardé. Hein. Des clones de lui, il n'aurait pas regardé. Non, mais c'est là que ça montre qui il est, quoi. Ça montre l'équipe qu'ils ont. C'est que tu peux te démerder pour limiter LeBron James, Kevin Durant et Devin Booker. Bah, t'en auras un autre qui va sortir et qui va te faire ça. C'est là la beauté de cette équipe-là, quoi. Ce match, il est spécial pour plein de choses. C'est une finale olympique, c'est face à Team USA. Il est spécial aussi parce que c'est ton dernier match avec l'équipe de France et c'est le dernier match de Nando. Avant qu'on aille sur toi, je veux qu'on revienne sur le match de Nando. Tu vois, franchement, on en a parlé avec Evan. Moi, j'en parle, j'ai les frissons. J'ai eu la chance, après la soirée, d'aller le voir, de lui dire, bro, ce que tu as fait pendant la finale, tu nous as régalé. Il a vécu une campagne très difficile. Il y avait beaucoup de rumeurs pour savoir s'il allait être pris. Et finalement, il a eu un rôle, quand on a connu la carrière de Nando, qui a des années-lumière de ce qu'il a pu faire. Il a été dans la difficulté, même sur des passages, il a pas été bon, il a pas amené ce qu'il devait amener, et il sort une finale d'exception. Magnifique. D'exception. Magnifique. Il a fait Nando, quoi. Moi, j'étais content pour lui. C'est vrai qu'il a... Qui n'était pas content pour lui? Grave. Il a connu une fin de saison difficile avec sa cheville, une grosse blessure, il a eu des doutes par rapport à ça. Enfin, même par rapport à la sélection dès le début, hein. Quand il avait sa cheville, pourquoi ils l'ont pris? Enfin, j'ai vu des trucs comme ça, parce que ils n'avaient pas pris Gruda chez les filles, donc pourquoi ils prennent lui? Enfin, j'ai vu des trucs de fou, quoi. Mais il mérite. Tu devais lui laisser sa chance. Et tu regardais pendant les stages d'entraînement, bah, il n'y avait pas photo. Hein. Tu sais très bien qu'à un moment donné, il va t'apporter ce truc-là, en fait. Et il l'a fait, parce que la remontée qu'on fait de -16 à -3, c'est lui. Le métrodome, c'est lui. Hein. Clairement. Il joue meneur. Il joue ni plus ni moins que meneur. Il remonte la balle. Tu vois, easy. si tu te dis, c'est pour Vintage ça. Vintage Nando, quoi. Ah ouais, du mid-range, le coup d'épaule. Quand il a mis le coup d'épaule, le layup là. Il y avait longtemps. Il y avait longtemps. Bravo l'artiste. Merci Nando. L'entraînement, il fait bang, ce layup, il m'insupporte. Ouais, il est dur. Tu peux rien faire, en fait. Il m'insupporte, ce tir-là. Quand t'es de mon côté, c'est cool. Et là, il l'a placé. Non, j'étais content pour lui. J'étais content pour lui, en plus. Tu vois, il s'était frité, je sais pas avec Puki en même temps, donc... Du Nando, quoi. Du Nando. Donc, c'était vraiment cool de le voir comme ça. Qu'il sorte comme ça. Ce qu'il mérite. Il y a un truc cool à la fin. Donc, bon tout le monde sait que vous avez perdu, mais je sais pas, encore une fois, parce qu'il y a la déception de la défaite. Mais à un moment donné, moi, je suis en tribune de presse, je regarde et je te vois toi prendre Nando dans les bras. Il y a un... Vas-y, raconte-moi un petit peu ce moment-là, parce que tu sais que c'est fini. Ouais. Tu sais que finalement, tu as été passé d'il y a 10 jours à une fin catastrophique, à finalement finir à Bercy sur une finale olympique. Une médaille. En plus, pour l'histoire, ben, t'as ton truc où tu saignes, la photo, ça fait Rambo le retour. Tu sais, on parle de planètes alignées, elles n'ont pas été alignées jusqu'à gagner ce titre, mais finalement, la fin, on a l'impression que c'est presque la fin rêvée. Moi, je commence en 2009. Hein. Il y a 15 ans. En 2009, tu dis, OK, Nico, tu vas faire 15 ans. Tu vas faire 170, 60, 80 sélections. Et tu finiras à Bercy, Jeux Olympiques à Paris, France-États-Unis. Tu me sors ça, Nico Batum, 20 ans. Moi, mon but, c'est de faire 50, 60 sélections déjà. Donc, moi aussi. Et en plus, en ayant un rôle en jouant, quoi. Ouais. Tu vois, en étant, entre guillemets, indiscutable. Parce que je sais que j'étais. Non, bah oui. C'est magnifique comme fin. C'est pour ça que je ne voulais pas non plus faire plus. Tu vois, je m'arrête là-dessus, c'est très très bien. Et c'est ce qu'on s'est dit avec Nando. Nando, voilà, on s'est remercié parce que on a fait toute notre carrière en bleu ensemble. C'est ce que j'ai dit la dernière fois quand on avait fait la présélection. Mais vous êtes même année, hein? Il est arrivé un an avant. Il est 87, Nando. 87, je suis 88. Okay. Il est arrivé un an avant moi. Il a fait les trucs avec Michel Gomez l'année d'avant. La belle époque. T'as dit les trucs comme il a fait la colo, là, tu sais, le truc. Bon, on va donner du respect à Michel Gomez pour sa carrière à l'ancienne. C'est vrai que son passage en équipe de France, c'est pas... Et puis en plus, c'est ton oncle, Erwan. Ouais, c'est vrai que à une lettre près. À une lettre près. C'était pas de sa faute non plus. Non, mais pour dire que Michel Gomez est un grand coach du basket français, voilà. Et que cette année-là, on l'a mis dans un bourbier. Voilà. Autre chose. Mais après la première grande compète, c'était l'Euro 2009, et on l'a fait ensemble. Voilà, moi, à part la Coupe du Monde 2014, où il se blesse en prépa, tout ce que j'ai pu faire, il est là. Donc, il est à côté. Donc, voilà, que de finir avec lui, voilà, on finit ça ensemble, merci, c'était cool, félicitations. Et voilà, c'était un peu émouvant, parce que passé vite, hein.
C'est ce qu'on dit souvent, le tunnel de l'athlète. C'est déjà fini. Ouais. C'est déjà fini. Vous avez fait quoi le soir, alors, du coup, là, vous étiez entre vous, bon, il y avait la famille et tout. Je peux te raconter, moi, si tu veux. Je sais que t'étais là. Toi, la redescente, à la fois du tournoi, la fatigue, de dire que c'était la dernière, etc. Raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, t'es un peu fatigué, mais quand même, tu sais que t'as fait quelque chose. Voilà, tu reçois la médaille quand même. La famille est là, les gens chantent la Marseillaise quand même. Tu fais des belles photos et tu sais que t'es pas seulement médaille olympique. Pour la plupart, t'es multiples médailles olympiques. Et dans le basket, c'est pas donné à tout le monde de dire ça. Je te confirme. Ouais. C'est pas le judo, quoi. Non. Clairement. Au basket, c'est pas donné à tout le monde de dire je suis un multi-médaillé olympique. Déjà, en avoir une, c'est chaud. Déjà de se qualifier, c'est chaud. C'est ce qu'on disait aux jeunes, hein. Kiffez bien, parce que c'est pas facile d'arriver aux Jeux, les gars. C'est vrai qu'on a oublié, nous. On parle tous de Los Angeles. Il va falloir se qualifier. Oui. Va falloir se qualifier. Là, on a avec les fenêtres, tout ça, les compètes, sur les compètes aussi. Faut faire dans les 2 premières nations européennes à la Coupe du Monde. Tu galères, faut faire le Tekio. C'est casse-couille, hein, les JO. Donc déjà, d'y aller, c'est chaud. Une médaille, c'est chaud. C'est compliqué. De faire 2 médailles. Non. C'est la fin pour toi, c'est la fin pour Nando. Et c'est la fin pour Vincent Collet aussi. Ouais. On le sait pas encore officiellement. Si. Bah, vous le saviez, vous? Bah, c'est acté. Enfin, après. Sur le moment? Oui. Oui, sur le moment. Sur le moment. C'était acté avant la compète. Le scénario de la compète fait que, apparemment, il aurait voulu continuer. Il y a eu un petit peu de discussion à la Fédé. Finalement, c'est officiel. Vincent Collet n'est plus le sélectionneur de l'équipe de France. Là aussi, t'as tout connu avec lui. Le Mans, l'équipe de France. Toi, t'as vraiment tout connu avec lui. Quel regard t'as sur Vincent Collet qui aurait voulu continuer, qui continuera pas? C'est quoi ton avis là-dessus? Mon avis, il compte pas. Hein. Bah, pour nous, on a envie de savoir. J'ai zéro objectivité par rapport à cet homme-là, moi. Je pourrais jamais dire quelque chose de mauvais par rapport à lui, parce que moi, je sors de l'Euro 2016 en 2004, j'ai 15 ans et demi, je pars en vacances, il m'a appelé, voilà, tu t'entraînes avec les pros début août, quoi. Et il m'a mis dans la difficulté dès le début, Vincent. Moi, j'ai dû faire face, il m'a mis sur le terrain à l'entraînement, face à Battleground à Marassi. Les jeunes qui savent pas. Battleground, c'est pas un joueur, hein, c'était le tournoi de 1 contre 1. Ouais, c'est pas le meilleur scoreur du MSB à un moment donné. On a signé un beau mec là, Maurice Battleground. Non, pour ceux qui savent pas, non, mais pour expliquer aux jeunes, parce qu'il y a Amara qui a fini au Paris Basketball. Moi, j'ai connu Amara. Casseur de gueule. Mon Dieu. Amara, très compliqué. Hein. Ce sont tous ceux qui ont joué avec Amara, Stephen Brun, Thomas Larokis, toi, tous les mecs du training club des Mavs. C'est ça, ouais. N'oublions pas cette histoire. Sean Marion et tout, gros. Amara, très mauvais à prendre en 1 contre 1. Enfin, ou même à prendre à défendre sur lui, quoi. Donc, il sortait de son Battleground, c'est la Coupe du Monde, ou je sais pas. 1 contre 1. Il a gagné au States et tout, incroyable. Il a gagné là-bas, ouais. Condé Karim, il a gagné là-bas. Il rentre de ça. Moi, c'est mon début en pro. J'ai 15 ans et demi. Et je dois faire face à ça, quoi. Et Vincent, il m'a dit, bon, faut. Donc, il m'a mis face à ça, Vincent Collet, donc dès le début. Et il m'a fait grandir. C'était mieux là qu'à l'INSEP, quand même. Bah, bien sûr que oui. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Mais j'ai toujours dit ça. La meilleure chose qui me soit arrivée, c'est d'avoir calé des tests à l'INSEP. Hein. J'ai fini avec Vincent Collet. Donc, d'un côté, c'était une très bonne chose. Je rappelle que c'est de l'argent public. J'aimerais quand même qu'on respecte l'INSEP, le Pôle France. Non, mais c'est vrai, quoi. Attends, à 15 ans et demi, commencer ta carrière à frotter à Marassi plutôt que... J'ai fait les tests, on m'a dit non, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous avez contre la N1? Je comprends pas, les mecs. Bon, rien, c'est non, je rigole, c'était une blague. Allez, avancez. Non, mais on préfère jouer en N1 une fois tous les week-ends ou m'entraîner face des mecs comme ça 10 fois par semaine. Comment tu vois là? Alors, on sait qu'il va être conseiller avec la Fédé. Comment tu vois la suite de la carrière de Vincent? Moi, je veux pas croire qu'il va pas le recoacher. Il va recoacher. J'ai du mal à y croire, ça. Il aime trop ça. Il va recoacher, mais lui, il a pas dit qu'il arrêtait. Il a pas pris sa retraite. Hein. Moi, je suis persuadé que, on va souhaiter de mal à personne, mais dès s'il y a un club un peu important en France où il y a un coach qui saute parce qu'il y a des mauvais résultats, le premier mec qu'ils vont appeler, c'est Vincent. Ah oui. Non, la France, non. Tu penses qu'il comptera plus enfin, il va aller à l'étranger. Mais il a intérêt. Non, mais j'espère qu'à un moment donné, il va avoir ça. Il le mérite. Mais il l'a dit. T'as pas dit à Terroni, je cherche pas un assistant? Il a dit. Bah, il a eu avec les Cavs, Kenny Atkinson et tout, il y a une discussion pour être dans le staff. Moi, ils m'ont posé des questions après Tokyo. Je parle. Posé des questions, les Clippers. Hein. Comment ça se passe? Ça raconte un peu, ils disent quoi? Comment, est-ce qu'ils croient qu'ils peuvent le faire? Je dis oui, toi, à tout. Après, ils font leur recherche, après, ils sont partis ailleurs, mais bon, je pense qu'il intrigue. Il intrigue. Si Scariolo l'a fait, il peut le faire. Parce que... Messina l'a fait. Mais je parle vraiment des coachs d'équipe nationale. Il a été, Messina. On sait
Scariolo, non mais Scariolo et Vincent Collet depuis 15 ans, oui, dur de faire mieux. C'est clair. Clairement. Et je comprends pas pourquoi il est pas arrêté en même temps que Scariolo. Je trouve que les deux ont dû jumeler leur carrière. Mais ça, c'est mon avis. Ils ont pas viré Scariolo. Pas encore, en tout cas. Il est parti un peu, il est revenu. Il est parti un an. Ouais, mais ils ont perdu. Ils ont Beau perdu, souvenir pour nous. C'était il y a 10 ans, lui. Ouais, c'est vrai. Changement de génération. On rappelle Ouais, que bien Vincent sûr. Collet n'a jamais battu. Après, j'ai pas un problème. Ouais. Non, mais Fred Photo, c'est très bien, attention. Je suis très content. Ah, donc c'est fait. Bah, Ah. ok. Voyons, c'est annoncé J'attends partout. le communiqué Et tant attendu. honnêtement, il n'y a pas. Bah, ce forcément- sera, c'est ou Freddy ou Michel Gomez. Il n'y a pas d'autres candidats et c'est le plus, ce qui colle le mieux, voilà. Ancien joueur. Donc t'es pas objectif d'ailleurs sur Vincent Collet, mais donc Freddy Fotux qui va prendre la suite. Toi, ça te botte, du coup? Là, tu peux avoir un avis en là-dessus. tant que fan, oui. Ah, en tant que fan. Joueur, moi, je retourne pas, hein. J'y retourne pas, mais. Est-ce qu'on va pas avoir le coup de Non, téléphone mais- à Thuram et Zizou? Non, mais c'est. Nico, Non, mais reviens. tu vois, Fotou, moi, genre, c'est le nom qu'on a parlé il y a 3 ans déjà. 3-4 ans, on savait très bien que ça allait être lui la suite, quoi. Alors, je sais pas si lui était au courant, mais je sais très bien que ça allait être le nom. Quand on est parti des Mets, on savait pourquoi. Hein. On savait pourquoi il a pris un job d'assistant ou machin, un truc, entre guillemets. Je veux pas non plus, c'est que moi, je suppose ça, en fait. C'est que tout le monde savait que la pause Vincent Collet, ça allait être Frédéric Fautou, parce que par rapport à son talent de coaching, parce qu'il est très très bon partout où il passe, il fait du bon boulot partout, il est apprécié par tous les joueurs. C'est un ancien joueur, Euroleague, c'est un ancien joueur de l'équipe de France, qui Médaillé, est médaillé Suède. en 2005. Suède ou en Serbie? En Suède, c'est pas passé, c'est pas mal, c'est mal terminé en Ouais. Suède. Ouais, c'est en Serbie alors. Mais en Serbie, il est dedans, et on se rappelle le caractère du joueur, et je pense qu'il colle parfaitement au caractère qu'il faut pour gérer ces énergumènes-là sur 2 mois. C'est pas une saison, hein. Le boulot qu'il fait à Bourg, c'est génial. Et en plus, moi où je suis content que ça soit lui, c'est que le mimétisme que j'ai eu avec Vincent, lui, il a avec Zachary. C'est lui qui a lancé, entre guillemets. Ben, il a Je eu en jeune à comprends, je Lasvel. comprends. Il a eu en jeune à Lasvel en tant Lasvel, qu'assistant. il a eu l'entraînement et puis il a lancé à Bourg. Ah. Et je pense que c'est une très bonne chose par ainsi Rizaché. Et un peu Victor, parce que le Victor aussi à Lasvel. Donc ça va être 2 des têtes d'affiche de ces 10-15 années, qu'il y a un coach qui les connaît déjà. Donc c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Okay. On va revenir un petit peu sur toi. T'as re-signé cette année aux Clippers. T'avais d'autres propositions. On sait que les Sixers voulaient absolument te garder. C'était la meilleure offre d'ailleurs en oseille que t'avais sur la table. T'as quand même décidé de revenir. Non. La deuxième. La deuxième, c'est quoi la première? Comment, man? Oh. Non. Les Warriors encore? Lakers, Warriors, je peux dire la volée. Hein. Lakers, non. Boulazac? Ouais, Ambitieux. tu peux le dire maintenant. Qu'est-ce qui... La prescription, c'était il y a 3 semaines. Panathinaikos, non, je sais pas. Ah, t'as eu des offres en Europe? Bah tiens, vas-y, puisqu'on parle de ça, Evan, il a fait une arrivée à l'Olympiakos, il est revenu en Europe. Magnifique. Est-ce que toi, quand tu vois ça, qui est un fan de Euroleague, qui a joué l'Euroleague, ce qui n'est pas le cas d'Evan, qui va lui, pour le coup, découvrir l'Euroleague, toi qui as connu l'Euroleague règlement, tu te dis pas, ah vas-y, peut-être pourquoi pas, je me fais un kiff à finir dans un grand club, dans une folie comme ça, d'un club européen. J'y ai pensé, mais c'est trop tard. Tu le feras pas. Non, Et pourquoi ça? trop vieux. Bon, Frère, tu parles comme ça. Dans 2 ans, ça va, non? Non, mais je suis Encore 2 installé, ans, je suis tranquille. installé, j'ai pas envie de redéménager. Parce que toi, l'argument d'Evan, c'est vrai. Toi, c'est le truc de déménager, t'es plus tout seul. Tu vois, moi, je vais avoir 36 ans, lui encore jeune. Moi, je vais avoir 36 ans, les gamins, ils sont bien, la dame, elle est bien, donc tu vois, t'as pas envie de tout chambouler, tu vois. Ok. Et revenir en Europe ou pas, non, tu vois, là, pour l'instant, on s'installe là-bas, on est bien là-bas, donc c'est la vie que tu choisis aussi par rapport à ça. Et revenir en Europe, sans manquer de respect, machin, c'est entre guillemets si t'as pas le choix. Moi, j'ai le choix, tu vois. C'est pour ça, en fait, je trouve que je suis assez fier de ça dans ma carrière, que c'est pas donné à tout le monde. J'ai gagné le fait que je puisse choisir ma sortie équipe de France. Et je puisse finir et choisir ma sortie NBA et ma carrière NBA, et ma carrière de basketteur en général. Et tant que je peux encore jouer en NBA, parce que c'était mon rêve depuis que je suis gamin, et tant que je peux encore y jouer, parce que je sais que je vais continuer à pouvoir y jouer, parce que j'ai encore, entre guillemets, les aptitudes pour y jouer, le jeu pour y jouer, pourquoi je m'en irais? moi, je me souviens de il y a quelques temps, l'idée, c'était d'arrêter tout court après Paris 2024. Hein. C'était l'idée.
C'était l'idée. C'était il y a 2-3 ans. Je me souviens aussi d'une histoire dans un canapé au sous-sol à Webedia, où t'es encore Hornets, tu me dis, moi, en fait, je vais peut-être arrêter. Mais c'est pour ça, je regardais le truc d'Evan. Et en fait, c'est marrant, parce que tout ce qu'il disait, j'ai connu. Et le côté, ouais, j'ai pensé arrêter. Oui, bien sûr, c'est ce que tu penses, c'est ce qu'il pense maintenant. J'ai pensé, moi, sur le moment, parce que quand t'as un homme qui te dégoûte et qui arrive que te dégoûte de ton sport et qui arrive à monter tout un groupe de monde contre toi, bah, ça te dégoûte. Moi, ce qui s'est passé, hein. Moi, j'ai mes fautes à Charlotte, mais on m'a demandé de jouer comme un Américain. Tu vois, c'est un peu Evan, on l'a demandé, ce qu'elle expliquait, on m'a demandé d'être autre chose que moi. Moi, qui suis le joueur le plus européen, français que tu peux trouver en NBA, on me demande de jouer comme un mec de AU, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, bien sûr que ça n'allait pas marcher. Hein. Moi, quand ils m'ont signé, Steve Clifford, il m'a dit, je veux que tu sois comme Indo Turkoglu. Ça te va mieux, oui. Bah ouais. Changement de coach, ouais, je veux que tu sois... Ricky Davis. Tu vois, tu m'as dit, tu vois Malik Monk. Malik Monk, il peut faire ça, mais sauf que Malik Monk, c'est son jeu. Ah bah oui, oui. Bah, moi, je veux pas faire Malik Monk, je suis désolé. Ah bah non. Hein, lui, et lui, il fera pas Nicolas Batum non plus. Hein. Voilà, donc chacun ses rôles, tu vois. Donc c'est pour ça que ça va pas marcher. Parce que bien sûr, tu attends ça de moi, je peux forcer, essayer, ça marchera pas. Bon, Nico, 2 choses. Quel club européen a voulu t'avoir cet été? Et c'était quoi la meilleure offre NBA? Je n'ai même pas demandé. Je sais qu'il y avait des intérêts. On m'a dit, tu veux rentrer en Europe? J'ai dit non. T'as même pas eu un nom, d'équipe à nous donner? Un pays. Non, tu vois, non, c'est pour l'histoire. Il y a la Hongrie. Oh, non, j'ai fait un Q&A. J'ai fait un Q&A il y a 2 ans sur Twitter. C'était il y a 2 ou 3 ans. Et j'avais dit, quelqu'un m'a demandé, je dis ouais, moi quand j'ai grandi, j'étais fan d'Anthony Parker, Jasquivicius et du Maccabi. Maccabi. Vucic, c'était mon équipe. Marcus Brown. Marcus Brown. Il y a Jasquivicius. Blutenthal, enfin, une équipe quoi. Le lendemain, Bouna m'appelle. T'as une offre du Maccabi. Ah ouais? Le lendemain. J'adore ça. J'ai juste fait un Q&A. Ils ont envoyé un maillot. Le lendemain. Ça, c'est un système de com qui marche très fort, ça. Non, enfin, je veux dire, alors que bravo au Maccabi Tel Aviv. Evan, c'est un peu pareil. Il a toujours clamé haut et fort son intérêt pour le Pana. Et ça a joué. Olympiakos, pardon, là, je vais me faire des ennemis. Mais attention, il y a des erreurs à pas faire. Mais et ça a joué, de ce qu'il nous a dit, ça a joué aussi dans l'intérêt d'Olympiakos. Moi, j'ai juste dit, ouais, quand j'ai grandi, voilà, début des années 2000, c'était Maccabi, quoi. J'ai trouvé extraordinaire, moi, comme équipe. Et si t'avais un club européen là à choisir? Aujourd'hui? Ouais, pour jouer. Attention, ils vont appeler demain. Hein. Je sais qu'à Barcelone, je ne suis pas bien reçu. Pourquoi? Le GM, ça s'est pas bien passé avec moi, entre le GM et moi. Ah, c'est Navarro, c'est vrai. Bon, ça va, c'est enterré. Non, c'est enterré depuis. Mais les fans, non. Lui, oui, on a parlé depuis, mais les fans, les Espagnols, ils m'aiment pas trop en Espagne. Donc l'Espagne, je pense pas que ça serait un bon truc pour moi. Mais non, ouais, allez, c'est hypothétique, hein, je parle que basket, mais... Après, tu as des trucs historiques, genre Maccabi ou Pana, Olympiakos. Mais jouer en Serbie, ça doit être un vrai délire quand même. Jouer aux Partisans, ça va être un énorme délire. Ouais, ça a l'air. Ouais. Tu m'étonnes. Je pense que Franck, il va kiffer. Déjà, tu as eu Mathias, je pense que Franck, il va kiffer. Tous les Français qui sont passés là-bas, ils en parlent toujours avec... Geoffrey, on parle encore aujourd'hui, c'est clair. Westerman, ils étaient en kiff là-dessus. Donc, ouais, ça peut être un vrai kiff, je pense. J'aimerais qu'on parle un petit peu de NBA pour finir. On a fait beaucoup de choses. Donc, t'as signé aux Clippers. Les Clippers, cet été, il y a Paul George qui est parti. Hein. On l'attendait, mais ça reste quand même surprenant dans la gestion de ce cas-là. Je vais te dire un truc, Nico. Que tu m'as déjà dit. Je le redis. Gros, l'équipe là des Clippers qui arrive. Pourtant, James Harden s'est bien installé. On va retrouver Kawhi. Elle ne fait pas kiffer. Ouais. On verra. Il y a la nouvelle salle qui arrive. Ça va être un nouveau maillot, nouvelle salle, vibe, franchement, il y avait une vibe de fou. Ouais. Et j'ai l'impression que sur leur été, au point de vue du roster, je sais pas, ils ont pas réussi à amener un kiff qui va avec tout ce qui va arriver. Encore une fois, on regarde cet été, on a fait kiffer personne. Hein, au début. Et après, quand le terrain, le vrai terrain, c'est différent. Vrai, donc encore une fois, là, c'est ça. Encore une fois, je pense que quand tu perds un nom et un talent comme PG, t'es sûr que tu le remplaces pas en un joueur. C'est dur de remplacer. Si tu cherches à remplacer directement, c'est Anthony Edwards, c'est des joueurs... Jason Tatum, des trucs intouchables comme ça. C'est ce style-là, c'est dans cette trempe-là, tu vois. Tu le feras pas. Tu remplaceras pas PG par ça. Tu l'auras pas sur le marché. Donc tu te débrouilles pour signer plusieurs mecs pour combler. Et le truc, c'est que
l'équipe est équilibrée, ça c'est sûr. T'as du talent un peu de partout, ça dépendra pas mal de choses, mais... Après, je vous vois en playoff. Après, mais là, Erwan, il parle vraiment de hype. C'est vrai qu'on sort de 5 années, où les Clippers, Erwan, chaque année, disait, je les vois champions NBA, on les voit là, ils vont aller enfin les faire. Je le rappelle, merci de me le rappeler. Et là, pour le coup, restons là-dessus, plus de hype. En fait, avec le recul, l'arrivée de James Harden, ça sonnait le glas de Paul George. C'était difficile à dire, mais en fait, c'est la réalité de ce qui s'est passé de leur projet à ce moment-là. Bon, très bien. C'est peut-être le moment pour les Clippers d'aller en finale NBA pour la première fois. En fait, parce que la hype est au plus bas. Mais je rejoins Erwan, hein. Franchement, le kiff de l'équipe, là, on s'y retourne, hein. Non, mais justement, c'est peut-être une bonne chose aussi. Voilà, justement, ça va retomber et ça peut marcher. Hein. On va vous souhaiter de faire la même chose que les Lakers. Première année au Staples Center, champion direct. Voilà. On vous souhaite la même chose. En 2000, ouais. En 99-2000, voilà. Après, ce qui est marrant, c'est que... Après, oui, la réaction de certaines personnes, c'est genre, oui, on va tanker, quoi. Non, non, pas de vous. Voilà. Moi, je vous en playoff. Pas de vous. Playoff, mais je vous largement. Playoff, largement. Moi, je parle de kiff. Voilà, juste. Après, la NBA, ça marche aussi. Non, c'est des trucs sur le terrain. Après, je pense que c'est ce qui va être mis en place par taille et on verra, quoi. Tu vas rejouer 4, alors? Il y a moyen. Ouais. Pour NBA, c'est différent. Je sais pas, mais ils ont aussi le droit de voir ce qu'a fait Nurse avec toi et peut-être. Parce que moi, le poste 4, c'était mignon aux Clippers de cette espèce de glue guy que tu fais très bien et tout. Mais moi, j'ai bien aimé, j'ai adoré même ce que Nick Nurse a fait avec toi aux Sixers, te faire défendre sur les meneurs, te remettre en jambes, te faire courir un peu plus, te remettre un peu plus de rythme. J'ai bien aimé ce Nicolas Batum aussi. Alors, on sait que tu peux jouer 1000 profils à la fois, mais j'espère que tu vas pas retomber à jouer 4, 5 dépannés sur du small ball. Bon, si. Ils l'ont repris pour ça, Erwan, en fait. C'est NBA, attends, je l'ai fait un peu cette année. J'ai fait un peu cette année aussi, mais... Pas que, alors. Non, mais je pense que si tu joues avec Kawhi, voilà, c'est différent. J'ai pas joué 4 purs hein, si je joue qu'avec Kawhi, donc on verra comment ça s'adapte. Je voudrais finir sur un truc. Je fais un rétropédalage, je suis désolé. Mais je regarde qu'on n'ait pas posé la question à Evan tout à l'heure. Mais toi, t'es directement lié à ce personnage. Oula. T'as joué l'année dernière avec Joel Embiid. Yes. Joel Embiid a été le personnage le plus détesté par le public français pendant les Jeux Olympiques. J'ai envie que tu me dises, de ce que tu sais, comment lui il l'a vécu. Et toi, quel est ton regard sur cette situation avec tout ce qu'on connaît du passif France et Joel? Je vais dire ce que j'ai dit à un média américain avant la finale. J'ai joué en play-off au Madison Square Garden avec lui. Ça, c'était de l'animosité, crois-moi. Quand on était à Denver, qu'on n'a pas joué, ou tu vois, au Garden avec... Non, ça, c'est de l'animosité. C'était mignon, ça. Ils s'en foutaient. Je sais même pas s'ils l'entendaient. Enfin, je pense, hein. Je pense, parce que moi, j'ai joué avec lui dans certaines salles où, ouais, il a vraiment ramassé, ouais. Là, on sentait qu'il y avait une haine du public français, mais c'était pas méchant non plus. Moi, je l'ai senti comme ça. Il s'est fait siffler. Ça m'a même fait sourire, l'espèce de jeu qu'ils avaient à deux. Après, je comprends pas son comportement, honnêtement. Je comprends pas son comportement basket pendant ces JO-là. Cette espèce de nonchalance, on sait qu'il est un peu comme ça, mais l'a multiplié. Bon, mais en tout cas, moi, ça m'a fait rire, cet échange. Il y a eu d'insultes, en fait. Le public n'a pas, tu vois, on n'a pas dépassé les bornes. bornes. Exactement. Ça a été bon enfant parce que le public est pas devenu fou. Tu vois ce que je veux dire? Il y a d'autres pays où on a entendu des trucs catastrophiques. Disons-le. Moi, ça m'a fait sourire, cet échange, que ce soit à Lille ou à Paris. Ça m'a fait sourire. Je trouvais ça, voilà, ça m'a pas choqué. Je savais que ça allait arriver, mais c'était pas méchant. Je te dis qu'en playoff, c'était costaud. Hein. Ah oui, j'imagine. Ouais, c'est costaud. Donc, Nico, tu repars, t'as signé combien? 1 an? 2 ans. 2 ans? Combien de temps tu te vois jouer encore? 2 ans. 2 ans. Non, par contre, 2 ans. Non, après, j'arrête. Arrête, tu fais ça tout le temps. Non, ça fera quoi, 38? Non, ouais. Moi, non, après, c'est bon. Tu veux faire quoi après? T'as réfléchi un peu? Ouais, c'est vrai, qu'est-ce que tu vas faire avec l'équipe de France et tout? Tu vas avoir un rôle? Non, mais je sais pas. Non, mais genre là, les étés, là, tu vas prendre des vacances. Tu vas venir faire les émissions avec nous pendant l'équipe de France? Si tu veux, ouais. Bah, c'est toi, si tu veux. Tu sais que nous, on va sur place, on régale. Non, mais ils m'ont demandé si je voulais un rôle. Tout le temps. J'ai un rôle, j'ai dit non. T'as pas voulu avoir un rôle avec l'équipe de France? Pour l'instant, ou... Non, c'est pas mon truc. Ok. C'est pas ton truc? T'aimes pas ça, voir les jeunes et avoir ce rôle un peu de vision globale? T'aimes pas ça, toi? Si, mais je pense pas qu'ils ont le staff pour, ils ont les gens pour. D'accord, ok. Bon, les gens changent. Ils ont tout ce qu'ils font. Si un jour, dans 5-10 ans, on vient de voir, on te fait Gérard, on cherche un GM et tout, ça te plairait pas, ça, de faire ce genre de truc? Alors attends, je te pose une autre question. C'est pas l'équipe de France, admettons. Mais on est à 2 ans et tu sais que l'athlète, et on le dit à tous les athlètes, quel que soit votre niveau, commencez à penser à l'après-carrière à un moment donné. Ouais.
Là, il te reste 2 ans à jouer, poste 4, 5, 6, 19 si tu veux. Mais dans 3 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais que tu y penses déjà, tu vas faire un truc. Parce que t'as gagné de l'argent, mais va falloir bosser, Nico. Oui, non, mais c'est clair. Non, mais c'est une bonne question. Tiens, Ok. Monaco, tiens, ils sont là, hop, ils cherchent un GM. Ça te plairait pas d'être un GM d'Euroleague? Non. Non, je sais pas, non. Je sais que je peux faire plein de choses dans le basket. J'aime tellement. Tu vas rester dans le basket quand même. Oui. Tu seras un très bon analyste, on n'en doute pas. Tu as aussi cette vision-là, et on le voit avec Steph aussi, ces anciens pros qui aiment le jeu, Steph, il dit tout le temps, alors qu'il a une place d'or avec RMC, de dire, moi, si je quitte ça, c'est un jour pour être GM. C'est quand même un truc pour les gens comme vous qui aimez le jeu, le basket. Jamais coach. Attends, si Zizou est devenu coach, je me dis que tout le monde est capable de le Je t'ai pas parlé de coach, c'est pour ça que je te parle de GM. Ouais. Coach, jamais. Mais tu vas rester dans le basket, t'as envie de faire des trucs dans le basket. Ça sera dans le basket, mais ça sera pas ailleurs. Ok. Bon, bah écoute, on super. verra. Bah écoute, on verra. Intéressant. Tu reviendras ici nous dire, de toute Bien façon. sûr. Ça, on va aller te voir à LA cette année. L'année dernière, on n'est pas venu parce que t'étais pas là, mais maintenant que tu reviens. Je vais pas te mentir, c'est clairement pour ça qu'on n'est pas allé à l'année dernière. Hein. Moi, je vais pas là-bas si j'ai pas mon chairman. Les Lakers. Mais on est même pas... Les Lakers, je les vois à la télé, ils me dégoûtent. Non, mais à un moment donné, moi, je me suis habitué à un confort. Ah, Nico, tu nous as mis. À un moment donné, je veux Non, pas... mais Les gens, ils vont dire, Lakers- ouais, vous êtes trop potes avec... Oui, Non. mais moi, 4 ans derrière le banc, donne-moi accès au chairman à la mi-temps, où on te sert des gitos comme ça, oui. Il n'y a pas les Lakers. Hein? Vas-y, je mange les Lakers. Ah, il y a Armel maintenant, il y a Armel. Il y a Armel, on va aller pour voir Armel. Ça allait à San Antonio, elle est à Washington. Oh, bah attends, on est allé à New York l'année dernière, on se plaint pas de Il m'a dit notre ça comme truc. c'était dans le même département. 2 heures de caisse. Je sais pas, il y a des Français partout. Ouais, mais t'inquiète pas, Allez on à a prévu. Minnesota, c'est bien. Non, mais c'est elle est, bon. après, ce qui est bien, c'est qu'il y a 2 équipes et qu'il y a beaucoup de passages. Voilà. Beaucoup de Voilà, choses, c'est ouais. ça. Comme New York, il y a 2 équipes, il y a du clair. passage. Voilà. Quand tu vas dans une ville, c'est plus compliqué. Il faut qu'on arrive à tout rationaliser, bien à tout sûr. rationaliser. C'est clair. Nico, c'était un plaisir, comme toujours, de Toujours. t'avoir. Ça a duré très longtemps, mais on boude pas notre plaisir. Donc, on viendra à LA cette année. We going back to Cali. T'as la ref ou pas? Pas du tout. Toujours pas. C'est Booba, ça aussi? Non, c'est pas Booba, c'est pas la ref, Notorious C'est Big. Tupac? Notorious Big. Non, mais c'est je- l'autre. Biggie. Ah, ok, très Biggie. bien. Je connais pas. Oh. Bravo pas bravo sur le rap. C'est pas mon toto, ça. Ah, mais moi, je suis pas un gars du rap, moi, je suis un gars du basket. Après, vous vous Non, débrouillez t'es un avec gars- vos t'es petites un gars du affaires. R&B. Tout à fait. T'es un peu un gars du R&B. pas T'es un clairement. mec de Cher. On se revoit vite, Nico. On va aller à Los Angeles cette année. On va évidemment suivre tes questions. Puis de toute façon, la libre antenne, tu le sais, le lundi, 20h, 22h. Tu nous envoies un petit message quand t'as des choses à dire. Quand tu t'ennuies à l'hôtel, hein, disons-le. Hein. Vas-y. Et Alors, puis en si t'as pas déplacement. encore de projet, même si tu nous dis pas tout, nous on a des projets pour toi certainement. Mais pour l'instant, on garde ça pour nous. Merci de nous avoir suivis. Merci Nico. Rentre bien aux États-Unis. Merci à Polo. Merci à Tom. Merci à Jérém en régie. Merci à Léo. On vous embrasse. On se retrouve très vite parce que la saison NBA va bientôt arriver. Tout à fait. Un live de rentrée bientôt. Restez, stay tuned, comme ils disent chez Nico. Ça veut dire quoi? Je sais pas.